Et nous y sommes. Alors, bonjour et bonsoir, selon l'endroit où vous vous situez dans la planète et au moment que vous allez visionner, cette invitation que j'ai faite auprès des gens qui sont sur mon mailing list et également sur les gens qui sont sur Facebook, qui avaient envie de visionner cette conférence, mais sont bienvenus aussi, puisque je me suis mis en ligne aussi avec Facebook. Donc, la conférence d'aujourd'hui, c'était Transformation de l'être en 4 étapes. Pourquoi cette conférence-là? Mais parce qu'on est en début d'année et indépendamment du fait que ce soit le début d'année, je pense qu'à tout moment de notre vie, on évolue, on change, on progresse, ou du moins on a envie, on se rend compte à quelque part que à l'intérieur de notre cheminement de vie, il y a une forme d'usure qui se fait. Cette usure-là nous amène à nous dire, il y a des choses que j'ai envie de changer, il y a des choses qui me conviennent plus, il y a des choses qui me nourrissent plus. Et là, ça m'amène à me dire, mais il faudrait que je change ça. Comment peut-on faire ça? Alors moi, je vais vous proposer un petit protocole qui est assez simple, dans lequel il va y avoir évidemment un volet où on pourrait appliquer la pleine conscience intuitive, qu'on ne fera pas dans la conférence, mais que je vais vous inviter à ceux qui sont intéressés à approfondir dans le cadre d'un enseignement que je vous présenterai à la toute fin de la conférence. Mais je vais essayer de faire en sorte que dans la conférence, on puisse finalement arriver nous-mêmes, par nous-mêmes, à faire un genre de petite réflexion sur l'année qui s'en vient et qu'est-ce qu'on pourrait faire justement pour être davantage en accord avec cette année-là. Avant de commencer officiellement la conférence, je vais peut-être me présenter, puisqu'il y a des gens qui ne me connaissent peut-être pas, mal à eux. Alors, mon nom est Sylvain Bélanger, ça fait près de 30 ans que je fais des pratiques intuitives, c'est-à-dire que je reçois des personnes qui sont dans le besoin, tant pour des problèmes de santé physique, énergétique, que des problèmes psycho-émotionnels ou spirituels. Et ces gens-là viennent me voir un peu comme si j'étais longtemps identifié comme un médium, comme un clairvoyant. Moi-même, je me perçois en tout cas comme un intuitif, donc un intuitif qui utilise tous ces outils-là. Lors d'une consultation, les gens se mettent sur une table de massage et moi, je prends le temps de regarder, de faire un voyage en eux, en fait, où je découvre finalement des images, des sensations et des mots qui émanent de leur corps. Et moi, je traduis ces perceptions-là en discutant avec ces perceptions-là que j'ai de ces gens-là. Et ça m'amène donc à être capable de leur refléter de l'information intuitive sur eux-mêmes, qui leur permet de comprendre davantage où est-ce qu'ils en sont dans leur cheminement de vie et de les conseiller, de les orienter, de les diriger. Cette méthode-là, moi j'étais formé avec un guérisseur au départ, puis après ça, j'ai développé cette méthode qui s'appelait l'écoute imaginaire à certaine époque, et aujourd'hui que je nomme pleine conscience intuitive. Et ça combine 3 aspects que je vais présenter très sommairement. Donc le décodage intuitif, qui consiste justement à effectuer une discussion avec les perceptions que j'ai. Ainsi, je voyage dans mon genou, je peux voir dans mon genou des perceptions visuelles, auditives ou sensitives que je vais prendre le temps de discuter avec chacune d'elles et je vais constater que ces perceptions-là sont capables de me parler, de me répondre et me transmettre de l'information. Si je le fais sur le genou d'un partenaire, donc d'un client, je vais constater la même chose. C'est-à-dire que c'est comme si les cellules du corps, du corps de notre partenaire, avaient une certaine lumière, certaine quantité de lumière qui était animée d'une conscience. Et cette conscience-là se manifestait à moi sous la forme d'images, de sensations et de mots qui m'informaient du message que cette région-là de mon corps souhaite me communiquer. L'idée de ça, mais évidemment, c'est que plus je suis conscient de ce que mon corps veut, plus je peux m'harmoniser à lui, et plus je peux m'harmoniser à lui, bien plus je peux m'harmoniser à moi-même, et plus je suis en état de grâce avec moi-même, parce que je ne suis pas dans un problème conflictuel avec moi, mais je suis vraiment dans une position d'harmonie et d'équilibre. Donc, l'objectif vraiment de la pleine conscience intuitive, c'est de faire des voyages en soi, dans une pratique personnelle, dans laquelle on cherche à s'harmoniser le plus possible en utilisant le décodage intuitif, la déprogrammation de la mémoire cellulaire et les techniques de soins. Donc, ces 3 techniques-là vont me servir justement, d'une part, le décodage intuitif va me permettre de devenir conscient des messages qui existent dans mon corps. La déprogrammation va me permettre d'interagir avec ces perceptions-là pour les transformer, pour que je puisse accéder à un potentiel évolutif et aussi à libérer les programmations mémorielles limitatives qui sont présentes en moi pour que j'aie accès à des potentiels plus évolutifs, et les techniques de soins qui ont pour objectif de régulariser la circulation énergétique. Donc, c'est ces 3 volets-là que je vais utiliser tant sur une pratique sur moi que sur une pratique vers un partenaire. Puis, il y a des enseignements qui sont proposés tant dans une démarche uniquement personnelle que dans une démarche plus professionnelle dans le cadre de l'enseignement. Donc, si ça vous intéresse, vous pouvez toujours visiter le site thérapie-intuitive.com, qui est le site de l'école, dans lequel vous avez une somme d'informations assez complète, je pense, sur l'ensemble des propositions qui sont effectuées dans le cadre de l'école.
Donc voilà, alors c'était un petit peu la présentation. Donc j'ai écrit des livres également. Il y a donc l'écoute imaginaire, il y a décodage intuitif et soins psychoénergétiques. Il y a également de santé de cuivre. Le messager aussi sont des livres qui ont été écrits, que j'ai écrits sur le sujet. Donc pour ceux qui sont intéressés, bien évidemment, vous pouvez toujours me contacter, puis je pourrai vous donner les références de tout cela. Donc, si vous voulez bien, on va commencer officiellement la conférence. Donc, pour ceux qui sont sur Facebook, comme je disais tout à l'heure, bien évidemment, je n'irai pas nécessairement très régulièrement sur ce lien-là, puisque j'ai donc déjà une invitation que j'avais faite aux gens, même sur Facebook, pour accéder à une salle virtuelle dans lequel je suis également en simultané avec les gens de Facebook. Et ceux qui voudraient me poser des questions, mais je les inviterai donc à ce moment-là de se connecter avec la salle que j'ai mis dans le lien sur Facebook pour que ce soit plus facile pour moi, parce qu'évidemment, ça m'évitera de faire des allers-retours dans les deux salles. Voilà. Donc, si vous voulez bien, ben, vous êtes le bienvenu à me poser des questions en allant sur la salle virtuelle qui est dans le lien, dans l'annonce sur Facebook. Donc, transformation de l'être en 4 étapes. Alors, je vais peut-être vous présenter les 4 étapes. Alors, pour moi, les 4 étapes sont assez simples. La première étape, c'est la mission de vie. Alors, en début d'année, je peux déterminer quelle est la mission de vie que j'ai envie de me donner. Alors, vous allez me dire, oui, une mission de vie, habituellement, c'est une mission de vie, justement. C'est la relation avec j'ai une mission dans ma vie que je dois accomplir. Mais quand on ramène ça à un niveau annuel, par exemple dans une année, bien, chaque année, on pourrait se dire, mais tiens, cette année, j'ai une mission de vie X. Cette autre année-là, ben, j'aurai une mission Y, et ainsi de suite. C'est-à-dire qu'une mission de vie, finalement, annuelle, c'est un objectif qu'on se fixe qui nous permet de pouvoir se positionner par rapport aux 7 grandes familles de l'âme que je vais vous présenter, qui va me permettre justement de pouvoir effectuer, donc dans un premier temps, une première étape dans le processus des transformations de l'être en 4 étapes. Ça va être donc la mission de vie. Et puis, la deuxième étape, ce serait évidemment de travailler sur les potentiels évolutifs. Après, donc, la mission de vie, on détermine le potentiel évolutif, de quelle façon, qu'à partir du moment que j'ai identifié ma mission de vie, de quelle façon que je pourrais accomplir cette mission de vie-là, en mettant l'emphase sur les potentiels évolutifs qui sont en moi, c'est-à-dire sur les potentiels que j'ai à développer tout au long de l'année pour que cette mission de vie-là puisse se concrétiser. Donc, ça devient un peu plus un plan d'action, en fin de compte, un peu plus concret, un peu plus tangible. Et la troisième étape, c'est de développer un mantra personnalisé. Un mantra personnalisé, c'est une phrase clé qui est assez simple, évidemment, parce qu'on ne veut pas faire un texte trop long. Et c'est un mantra qu'on va donc mémoriser ou qu'on va écrire un peu partout dans la maison et qu'on va répéter le plus fréquemment possible. Et ça, ce mantra personnalisé-là, on va chercher donc à l'actualiser pendant les 21 jours en général. Puis après ça, bien évidemment, le mantra peut évoluer, peut changer, puis on peut refaire un autre série de 21 jours par la suite, puis un autre mantra, ainsi de suite. Mais l'idée, c'est de s'accompagner tout au long de l'année à travers cette idée que le mantra nous sert à construire dans notre psyché de nouveaux réseaux neuronaux qui vont nous permettre donc d'arriver à atteindre des objectifs plus en paix et en harmonie avec soi. Et la quatrième étape, évidemment que je vais approfondir évidemment à mesure que la conférence va avancer, c'est le contrat sacré, qui consiste justement à faire une déclaration que je fais pour moi-même pour commencer, dans laquelle je déclare que je suis dans un nouveau cheminement dans la vie, une nouvelle phase de vie, tout simplement. Et cette nouvelle phase de vie-là va m'amener, va m'engager à développer de nouveaux comportements, des nouvelles actions, et je fais une déclaration à moi-même pour m'expliquer à moi-même ces transformations que je compte faire, et ça va m'amener donc, évidemment, à développer un contrat qui va durer dans l'année et qui va impliquer que j'ai un petit journal intime qui va me permettre justement de pouvoir m'assister, m'accompagner tout au long de la démarche. Alors, ce sont les 4 étapes qu'on va explorer ensemble tout au long de cette conférence. Donc, je reviens avec les 7 grandes familles de l'âme. Moi, bon, ça fait plusieurs années, près de 30 ans que je fais des pratiques intuitives et à travers cette pratique-là, je suis en train de développer une typologie. Alors, cette typologie, je vais vous la présenter très sommairement dans les 2 premières étapes, mais je pense que cette présentation sommaire va vous permettre d'une façon très simple de pouvoir justement commencer à identifier par vous-même la fameuse mission de vie, par exemple. Donc, je vais vous présenter les 7 grandes familles de l'âme, et moi, ce que je vais vous demander, c'est de prendre un papier et un crayon, et pour chacune des familles d'âmes, de mettre un chiffre de 0 à 100 pour déterminer le niveau de résonance que vous avez avec chacune de ces familles-là. Alors, je vais vous les présenter.
vous allez mettre de 0 à 100. Donc 0, ça veut dire que je n'ai aucune appartenance, aucune résonance avec. Et 100, j'ai une forte appartenance, très très forte appartenance. À 100, c'est le maximum qu'on pourrait se donner. Ça veut donc dire que je suis très très proche de cette famille dans l'âme-là. Donc ça voudrait dire que pour cette année, je me sens en forte résonance avec une famille de l'âme. Donc ça veut donc dire que j'ai de fortes chances que l'année qui vient, ben, j'ai envie, moi, de réaliser quelque part cette mission de vie-là, de m'orienter, de travailler, de chercher à concrétiser le plus possible la facette de cela. Donc, les 7 grandes familles de l'âme, c'est quoi? Ce sont on pourrait dire ça comme ceci, c'est les 7 expressions humaines que nous avons tous dans une version équilibrée que je vais vous présenter. C'est-à-dire qu'au début des temps, on pourrait voir ça comme ceci, l'être humain est né avec ses 7 chakras. Et dans les 7 chakras, on pourrait dire ça comme ceci, on avait comme une version parfaitement équilibrée de chacun d'eux. Et cette version parfaitement équilibrée amène donc l'être humain à développer une essence fondamentale pour chacun des chakras qui l'amène à constater que, par exemple, le premier chakra, le chakra racine, qui est relié donc au Batsar, la famille des Batsars. Les Batsars, qu'est-ce que c'est? Ce sont des gens qui sont donc les deux jambes, les deux pieds sur le sol, sont très connectés au monde terrestre. Ils ont un désir de se réaliser dans le monde terrestre et ils sont à l'aise avec ce monde terrestre-là. C'est-à-dire que dès la naissance, ils ont compris que le monde terrestre était animé par une conscience, une forme d'intelligence. Et les bâtisseurs ont un instinct à comprendre comment la matière fonctionne. C'est-à-dire qu'ils naissent sur Terre, regardent la planète Terre, puis se disent, mais mon Dieu, c'est miraculeux, comment il y a de l'intelligence dans tout ce règne naturel qui s'est mis en place sous mes yeux. Et le bâtisseur va s'intéresser, lui, à comprendre comment ça fonctionne, parce que pour lui, ce monde est parfait et il va chercher donc à comprendre comment ce monde fonctionne pour être capable lui-même de se donner la permission de se réaliser dans ce monde terrestre-là. Donc vous voyez que le bâtisseur, dans sa version équilibrée, je dirais, c'est des gens qui vont être très très à l'aise dans la matière, mais qui vont être très intéressés à construire dans la matière en accord avec les lois de la nature. Donc ils ne vont pas chercher à dénaturer la vie, ils vont chercher au contraire à valoriser la vie et à donner à la vie ce qu'elle mérite de plus beau, pourrait-on dire ça comme ça. Donc, la famille des bâtisseurs, ce sont des gens qui vont, par exemple, pour donner un exemple, qui vont s'intéresser à l'agriculture et qui vont faire de l'agriculture en accord avec les lois de la vie. Ils vont s'intéresser à faire des maisons, ils vont s'intéresser à faire des maisons en accord avec la vie, de quelle façon que la maison peut se construire en accord avec la nature qui est autour d'elle, en accord avec le soleil, etc., de quelle façon que le soleil peut faire bénéficier à la maison le maximum de soleil, de lumière, de chaleur, et ainsi de suite. Donc la matière a un sens inné de la compréhension de la matière et de quelle façon que cette matière-là peut se développer en accord avec les lois de la vie. Alors, c'est ça un peu qui est la première famille donc de l'âme. Ce sont donc, si vous êtes reconnu par exemple de cette famille-là, qui est la famille des bâtisseurs, cela voudrait dire que cette année, ben, peut-être que vous avez un désir, quelque part, de réalisation au niveau de cette dimension terrestre, que vous avez envie de vous réaliser dans la matière, puis de le faire peut-être dans un contexte de conscience. J'ai envie de mettre au monde quelque chose dans la matière, mais de mettre au monde quelque chose dans la matière qui soit en accord avec la vie terrestre. Alors, vous voyez que c'est déjà donc une mission de vie qui pourrait s'appliquer à vous si vous vous reconnaissez par rapport donc aux bâtisseurs. La deuxième grande famille d'âmes que j'aimerais vous présenter, c'est les communicateurs, qui sont reliés donc au chakra sacré, qui est le deuxième chakra. Et les communicateurs, ce sont des gens qui ont une volonté d'être authentiques. Authentique, ça veut dire quoi? Ça veut dire qu'eux, ils ont envie d'être authentiques avec eux-mêmes et ils ont envie d'être authentiques avec les autres. Alors déjà en soi, cette version équilibrée du chakra sacré, ça veut dire quoi? Ça veut donc dire des gens qui vont être vrais avec eux, qui ne vont pas se raconter d'histoires, qui vont être vraiment humbles et vrais avec eux, et ils vont chercher à développer des relations humbles et vraies avec leur entourage. Alors ça, c'est ça le communicateur qui va chercher donc à développer dans une version équilibrée, dans une version harmonieuse de lui-même. On voit ici, socialement parlant, quand on pense à l'être humain qu'on est devenu, on se rend bien compte que l'être humain qu'on est devenu s'est éloigné de cette authenticité-là. Quelquefois, moi, ça m'est souvent arrivé d'entendre des gens qui me disent « cette personne-là, elle est conne parce qu'elle dit toujours la vérité.
Vous voyez, elle est conne parce qu'elle dit toujours la vérité. Je ne sais pas si vous avez déjà entendu des situations comme celle-là, mais moi, ça m'est déjà arrivé à quelques reprises de constater comment on percevait mal les gens qui étaient sincères et vrais. Parce qu'on avait compris, nous, en tant qu'êtres humains, que la meilleure façon d'obtenir ce qu'on voulait, c'était de mentir, c'était de ne pas dire la vérité, de ne pas être sincère, de ne pas être vrai. Puis qu'en n'étant pas sincère, puis en n'étant pas vrai, ben, on arrivait justement à tenir compte davantage de nos propres besoins et on arrivait à les imposer aussi à notre entourage d'une façon plus facile. Avec donc la version du communicateur équilibré, on pourrait sans doute dire que l'être humain s'est un peu perdu hein, à travers son processus de développement et s'est éloigné de la nature équilibrée du communicateur. Tout comme le bâtisseur. Hein, le bâtisseur, tantôt je vous disais que c'est quelqu'un qui recherche l'harmonie avec la nature. Ben, il suffit de regarder simplement l'écologie actuellement, la situation de la planète Terre, pour comprendre que l'être humain, dans sa nature de bâtisseur, ben, il s'est comme perdu en chemin, c'est-à-dire qu'il a été pris par la matière, par l'avidité de la matière, par le désir justement d'accumuler, par exemple, et progressivement, il s'est éloigné de la nature équilibrée du bâtisseur. Donc, l'idée ici du communicateur, pour revenir là-dessus, c'est que sa mission de vie au communicateur, ben, ce serait de dire, ben, tiens, moi, ma mission de vie, cette année, ce serait d'être authentique, ce serait d'être vrai, ce serait de travailler sur cette authenticité-là que j'ai avec moi-même, donc d'être plus vrai avec moi et d'être plus vrai avec mon entourage. Ce serait déjà un objectif, ce serait une mission de vie que je me donnerais dans ma vie. Alors, vous voyez que si vous vous reconnaissez dans le communicateur, ben, ça pourrait effectivement être une mission de vie que vous pourriez vous donner. La troisième grande famille de l'âme, c'est le guerrier. Alors, le guerrier, évidemment, c'est un être de pouvoir. C'est un individu, justement, qui a appris à reconnaître le pouvoir comme étant quelque chose de naturel pour lui. C'est un leader naturel. Un leader naturel, ça peut se manifester de diverses façons. Un leader naturel, ça peut être, par exemple, quelqu'un qui a un certain pouvoir de naissance. Par exemple, à une certaine époque, on avait les rois qui, donc, on leur attribuait un pouvoir parce qu'ils étaient nés au bon endroit et au bon moment. Donc, ils avaient donc un pouvoir naturel qu'on reconnaissait parce qu'ils étaient le roi, tout simplement. On peut facilement envisager aussi que des pouvoirs financiers, quelqu'un qui a beaucoup, beaucoup d'argent a un certain pouvoir sur d'autres êtres humains. Il y a des pouvoirs, par exemple, un père de famille, hein, c'est quelqu'un qui a un certain pouvoir sur ses enfants, naturellement. Il y a également des situations de pouvoir, par exemple un patron a un pouvoir sur ses employés. On peut également aussi parler ici des influenceurs, c'est quelque chose de plus récent qu'on retrouve en termes de pouvoir, c'est-à-dire des gens qui parviennent à se faire reconnaître une certaine valeur et parce qu'à quelque part, ils ont un certain public qui les reconnaissent. Je pense entre autres à Thierry Casanova qui actuellement bénéficie d'une campagne de salissage en quelque sorte parce on lui attribue toutes sortes de choses. J'ai pas été au fond du sujet de ça, mais moi j'aime bien ce que cet homme-là fait, c'est concernant l'alimentation. Mais depuis quelque temps, il y a plusieurs reportages qui ont été faits qui viennent mettre en évidence qu'il le dénigre en quelque sorte. Et bien évidemment, c'est parce que pourquoi on fait ça? Mais parce que justement, c'est quelqu'un qui a développé un certain pouvoir sur YouTube et un certain pouvoir donc de reconnaissance, il est apprécié et reconnu. Donc évidemment, quelquefois, dans des situations où on influence une communauté, bien évidemment, il y a des gens qui ne vont pas être très contents de ça, puis qui vont vouloir enlever ce pouvoir-là, parce que c'est un rapport de force qui existe. Hein. Dans le guerrier, évidemment, le rapport de force est quelque chose de très primaire. Le rapport de force, c'est que moi, j'ai un pouvoir, ou j'ai une certaine puissance, et j'ai pas envie de la perdre. Donc, si je vois quelqu'un qui commence à avoir trop d'importance, ben, je vais avoir tendance, moi, à essayer de lui donner le croc en jambe pour l'empêcher d'être trop puissant, parce que je ne veux pas perdre de ma puissance. Vous voyez, c'est ça un peu la logique qu'on trouve chez le guerrier. Mais dans une version équilibrée, le guerrier ne recherche pas cela. Le guerrier a compris, lui, qu'il était possible de collaborer avec d'autres êtres humains. Moi, je suis un leader, mais c'est pas parce que je suis un leader que je vais commencer à écraser les gens qui sont autour de moi en leur disant qu'ils sont des cons, qu'ils sont stupides. Le leader équilibré, le guerrier équilibré va rechercher justement à collaborer avec d'autres êtres humains, à comprendre que lui a un certain pouvoir, mais il peut augmenter son pouvoir en se mettant en relation avec d'autres gens qui ont des puissances et des forces complémentaires à la sienne. Ce qui veut donc dire qu'il va construire un monde plus riche, plus puissant, grâce au fait qu'il a ces personnes-là qui sont avec lui. Alors, vous voyez que sa démarche, c'est de chercher donc à augmenter son pouvoir par la capacité qu'il a de s'associer, de collaborer avec d'autres êtres humains qui vont venir lui apporter des apports que lui n'a pas. Donc, le guerrier cherche à construire des relations avec des gens qui vont lui donner plus de puissance, plus de force. C'est ça un peu l'idée de ce que le guerrier va rechercher.
Donc encore là, donc le guerrier, c'est un individu justement qui a une certaine puissance. Tantôt, j'ai parlé de pouvoir, hein, un des pouvoirs dont je n'ai pas nommé tout à l'heure, qu'on retrouve d'une façon très primitive chez l'être humain, c'est le pouvoir physique. Le pouvoir physique, c'est je suis plus fort que toi, donc parce que je suis plus fort que toi, tu dois te soumettre à moi, par exemple. Donc, l'idée de la mission de vie par rapport à l'idée d'un guerrier, hein, c'est de comprendre quelque part que le guerrier peut être un homme de pouvoir ou une femme de pouvoir, mais cet homme de pouvoir, cette femme de pouvoir-là peut facilement s'isoler parce qu'il a l'impression que parce qu'il a du pouvoir, il faut qu'il se protège des autres, puis qu'il faut qu'il écrase les autres pour exister, pour vivre. La mission de vie qui est proposée ici, c'est peut-être de vous amener à aller réfléchir sur l'idée de vous dire, mais tiens, moi j'ai du pouvoir, mais plutôt que de m'isoler et de me battre contre tout le monde, puis de voir que tout le monde ce sont des guerriers comme moi, puis qui veulent me battre, et que je suis donc en guerre contre eux, peut-être que je peux envisager que je me dis, mais tiens, j'ai un certain pouvoir, peut-être que je peux tendre la main vers d'autres êtres humains qui pourraient collaborer avec moi et qui feraient que justement je deviendrais plus puissant, plus fort, plus rayonnant parce que je serais en collaboration avec d'autres gens plutôt que de m'isoler. Alors vous voyez que ça, ce serait une autre belle mission de vie que vous pourriez vous proposer dans ce sens-là. Il y a une personne qui me pose, Valérie, qui me pose, peut-on être un communicateur guerrier? Absolument, toutes les variations sont là, hein, c'est-à-dire que toutes les possibilités sont là. Tantôt, je vous ai dit que vous pouviez déterminer votre degré de résonance avec une mission de vie de 0 à 100%. Donc, ça veut dire que dans les 7 composantes que je vais vous présenter, les 7 grandes familles, vous allez vous retrouver de 0 à 100%. Donc, par exemple, vous pourrez avec le bâtisseur vous retrouver avec 30%, le communicateur à 60%, le guerrier à 88%, et ainsi de suite. Donc, ça voudrait dire que votre mission de vie principale, dans les cas que je viens de vous présenter, ça serait le guerrier, puisque vous êtes à 88%. Mais vous avez également du communicateur et du bâtisseur dans votre structure que vous avez reconnu à des pourcentages moins élevés. Alors, c'est comme ça que d'une façon, sans passer par une voie intuitive, on peut déjà se donner l'opportunité, donc un peu comme un jeu, de reconnaître effectivement qu'on se sent en résonance avec l'une ou l'autre de ces composantes-là, et ça nous amène nous, à nous dire, mais tiens, moi cette année, j'aurais envie de travailler sur telle mission de vie parce que ça m'apparaît important aujourd'hui de travailler cette voie-là. C'est ça un peu le sens de ce que je vous présente actuellement. Alors évidemment, si vous me disiez, oui, mais OK, là tu me parles de mission de vie qui concerne de façon plus globale, mais tu ne parles pas de relation à travers ça. Mais vous avez compris que le bâtisseur, ben lui, évidemment, va se mettre en relation avec des gens pour construire et bâtir à long terme. Donc, c'est quelqu'un qui va s'investir dans des relations amoureuses pour rester à long terme avec les gens. Le communicateur, c'est quelqu'un, évidemment, qui va chercher à être vrai et authentique avec les gens. On sait que dans les relations amoureuses, l'authenticité n'est pas une chose si facile que ça. Tout simplement parce qu'on a notre propre intimité intérieure. Cette intimité-là, on n'a pas envie de toujours la partager avec notre entourage. On sait évidemment que quand on n'est pas dans une version équilibrée, ben, le communicateur peut être un manipulateur, peut être un menteur, peut être quelqu'un qui va cacher son monde intérieur parce qu'il ne va pas vouloir que l'autre personne voit qui il est vraiment. Alors, vous voyez que c'est là qu'on commence à comprendre, évidemment, qu'il y a tout un travail relationnel aussi, même dans les relations amoureuses, ou amicales ou familiales. Il y a un travail qui peut être fait aussi autour de ces missions de vie-là qu'on a vues. Le guerrier, bien évidemment, c'est quelqu'un de très instinctif, impulsif, le guerrier, hein. Donc, c'est quelqu'un qui, dans les relations, pourrait évidemment avoir envie, lui, d'intensité, de passion, envie de conquérir des gens, envie de vouloir séduire des gens parce qu'il veut posséder d'autres relations, etc. Donc, c'est toute une réflexion aussi, parce qu'évidemment, quand on commence à réfléchir sur un guerrier équilibré, ben, le guerrier équilibré ne voit plus nécessairement l'idée de vouloir conquérir ou de vouloir posséder une autre personne, mais il a en plus envie de développer une relation de collaboration. Cette collaboration ne repose pas simplement sur une passion. Alors vous voyez que ça amène aussi une réflexion aussi à ce niveau-là. Voilà. Donc, si on regarde maintenant la quatrième famille que j'avais envie de vous parler, c'est les serviteurs. Les serviteurs sont reliés au chakra du cœur. Et les serviteurs, ce sont des gens qui ont une certaine maturité en général, parce qu'ils ont certainement développé une connaissance d'eux-mêmes. Cette connaissance d'eux-mêmes les ont amenés à reconnaître qu'ils avaient un regard sur la société aussi, qui avait une certaine maturité dans le regard qu'ils avaient, parce qu'ils reconnaissaient que, par exemple, la société avait des bons coups, avait des belles choses, hein, des beaux aspects, et d'autres aspects qui n'étaient pas intéressants. On pouvait constater que ben, la société telle qu'elle a été conçue, ben, je m'excuse, moi je trouve que tel aspect, tel aspect, tel aspect c'est bien, mais qu'il y a tel autre aspect, tel autre aspect, tel autre aspect qui est nul, par exemple. Vous voyez, alors, le serviteur, c'est quelqu'un qui, avec sa maturité, va être capable de poser un regard assez adulte et assez mature sur la société, parce que lui est rendu à une étape, parce qu'il se connaît, se positionner socialement parlant, par rapport à la
société. C'est quelqu'un qui a appris à reconnaître la nature guerrière, la nature du bâtisseur qui est en lui, la nature du communicateur qui est en lui et la nature du guerrier qui est en lui. Donc, il a appris à reconnaître les composantes qui animent son individualité et à se dire, ben moi, je crois qu'on pourrait faire un monde meilleur. Et le serviteur, c'est celui qui va être justement capable d'apporter des solutions à une société, entre guillemets, malade. Une société malade, c'est que le serviteur reconnaît qu'il y a des aspects de la société qui sont pas fonctionnels et il se dit, ben moi, j'ai envie de donner à la société quelque chose qui va amener un plus à la société. Alors, il y a un exemple que j'aime bien donner par rapport à ça, c'est le film Demain. Le titre du film, c'est Demain. Et ce film-là est intéressant parce qu'on y retrouve justement une série d'individus qui ont décidé, eux, par leur maturité et par leur volonté d'être positifs et être actifs, de se dire, ben voilà, il y a des problèmes de la société, voici la solution que moi je propose. Et cette solution-là, je ne la propose pas à la société entière parce qu'évidemment, ça serait compliqué. Je la propose à une micro-société. Une micro-société, c'est une petite communauté dans laquelle je vais appliquer un nouveau modèle de vie et dans lequel ce nouveau modèle de vie-là va me permettre finalement de pouvoir être plus en paix avec moi et plus en paix avec la société parce que je vais finalement me donner l'opportunité d'exister en accord avec cette nouvelle société-là que j'ai créée en fin de compte. Alors vous allez voir que dans ce film-là, il y a plusieurs exemples comme ça de petites communautés qui se sont mis à fonctionner d'une façon différente que la société fonctionne à l'intérieur de micro-organismes, en fin de compte, d'une petite communauté. Et c'est très intéressant, c'est très positif aussi comme film. Et ça met bien en évidence cette nature du serviteur qui a envie, lui, de servir, mais pas servir n'importe comment. C'est pas le soumis. Hein, le serviteur, c'est quelqu'un qui s'assume et qui se dit, ben moi, j'ai des belles choses à offrir à la société et ces belles choses que j'ai à offrir sont, entre autres, de poser un regard nouveau à la société qui va faire que la société va peut-être finalement cheminer, réfléchir, envisager qu'on puisse entrevoir une vie différente. Alors, vous voyez, c'est ça un peu l'idée du serviteur. Donc, dans un contexte où vous vous reconnaissez beaucoup vers le serviteur, ben, vous comprendrez que le serviteur, c'est quelqu'un qui, comme mission de vie, va se donner l'opportunité de dire, ben voilà, j'ai en moi, je porte en moi une conviction, je porte en moi un éveil, pourrait-on dire, envers un nouveau regard sur la société, et il serait peut-être le temps que je me donne la permission de l'accomplir. Alors voilà, ça, ce serait une mission de vie que le serviteur pourrait se donner. Donc, vous voyez, ça serait donc une quatrième proposition de mission de vie qui est faite avec le serviteur. Ensuite, vous avez également donc le créateur, qui est la cinquième grande famille. Le créateur, c'est, quand on aborde le chakra de la gorge et les chakras supérieurs, on commence à se relier au ciel. C'est-à-dire que le créateur, c'est des êtres qui sont plus inspirés que les gens qui sont reliés au chakra du bas. Okay? Donc, les créateurs, ce sont des gens qui sont connectés avec le ciel, ils sont connectés avec des idées d'avant-garde. Ce sont des inventeurs, ce sont des créateurs, ce sont des gens qui ont un regard sur la vie que personne d'autre ont, ou très peu d'autres ont. Donc, ce sont des êtres qui vont amener le changement sur Terre. Ce sont des gens, quelque part, qui sont individuels, parce qu'il faut être individuel pour être capable de faire confiance à des perceptions différentes de ce que la majorité a autour de soi. Donc, le créateur a la capacité de reconnaître une volonté de se dire, ben moi, j'ai envie de prendre un certain chemin, une certaine route, une certaine voie. J'ai envie de voir le monde d'une certaine façon. Les autres ne sont pas d'accord, mais moi, je suis convaincu de ça. Je vais donc travailler toute ma vie pour faire valoir ça. Alors, vous voyez, ce sont des gens, je pense à Einstein, par exemple, qui a pris plusieurs années avant de se faire comprendre par des physiciens. Hein. C'est-à-dire qu'il expliquait sa théorie, ça a pris plusieurs années avant que les physiciens comprennent ce qu'il proposait comme compréhension, parce que les gens n'arrivaient pas à le suivre, n'arrivaient pas à le conceptualiser, ils n'arrivaient pas à le représenter dans leur psyché. C'était tellement nouveau ce qu'Einstein apportait que les gens n'arrivaient pas à le suivre. Donc, vous voyez, ça, c'est un bel exemple de créateurs. Ce sont des gens qui sont qui ont vraiment une longueur d'avance. Et c'est ça qui va être leur problème aussi, parce qu'ils ont une longueur d'avance, mais ils sont obligés de devoir passer un long laps de temps à faire valoir, effectivement, à expliquer quelque part ce qu'ils ont découvert pour arriver à se faire reconnaître par la société. Et malheureusement, quelquefois, les créateurs n'y parviennent jamais, hein, parce que des fois, quand ils sont trop en avance sur leur temps, ils ne peuvent pas parvenir à se faire respecter. Parce que les gens ne vont pas leur donner de la valeur, ne vont pas reconnaître la richesse de ce qu'ils ont communiqué, etc., etc. Donc, vous voyez que donc, le créateur, c'est donc des êtres qui ont à apprendre finalement à reconnaître d'une part qu'ils sont confrontés à une individualité, à devoir faire un chemin seul,
qu'ils ont une foi en eux, une foi envers un projet ou envers une créativité, envers une forme d'avant-garde qu'ils ont dans d'eux, et qu'il va falloir qu'ils fassent un chemin seul pour être capable d'avoir le courage de faire valoir leur point de vue, même si beaucoup de gens vont leur dire, vont laisser croire quelque part que le chemin qu'ils prennent n'est pas un bon chemin. Mais comme le Créateur est convaincu de lui, il va quand même continuer à suivre ce chemin-là et il va quand même se donner la permission d'aller au bout de ce projet-là. Donc, vous voyez, c'est ça un peu la famille, donc le créateur. Et dans ce sens-là, bien, le contrat, la mission de vie plutôt qu'on pourrait se donner en tant que créateur, ben, ce serait effectivement de se dire, ben, tiens, moi, j'ai envie de me faire enfin confiance dans un projet d'avant-garde qui est en moi, que je suis convaincu et que j'ai envie d'aller plus loin dans cette année-là parce que j'ai envie de me réaliser à ce niveau-là. Donc, vous voyez, ça serait une autre façon d'envisager une mission de vie que le créateur nous propose. Ensuite, vous avez les philosophes qui sont reliés au chakra frontal. Et les philosophes vont nous proposer justement, moi, ce que j'appelle une synchronisation des deux hémisphères. C'est-à-dire que les philosophes ont une communication entre l'intuitif et la raison. C'est-à-dire que ce sont des gens qui sont intuitifs, mais ce sont des êtres qui sont capables d'articuler une pensée autour de l'intuition. Et ça, c'est quelque chose de très intéressant parce que ce sont des gens qui ne sont pas juste intuitifs, ce sont des gens qui sont articulés. Donc, leur intuition va se construire autour d'une articulation de l'esprit qui vont faire qu'ils vont être capables, eux, de transmettre un savoir, de transmettre une connaissance d'une façon articulée. Ce qui va leur donner tout de suite une certaine forme d'aura, d'intérêt, c'est-à-dire que ce sont des gens qui vont être reconnus par leur verve, par le verbe qu'ils vont manifester. Ils vont être reconnus par la sagesse qu'ils vont exprimer. Ils vont être reconnus par la clarté de ce qu'ils vont exprimer également, verbaliser. Donc, le philosophe va vraiment manifester donc un regard très riche sur la vie en général. Donc, quand on va voir un philosophe, c'est parce que ce sont des gens souvent qui vont être capables de nous conseiller, qui vont être capables de nous faire comprendre des choses qu'on n'aurait pas vues nous-mêmes si on était seul avec soi. Donc, le philosophe a vraiment cette capacité de voir la vie avec ce regard d'intelligence associé à l'intuition, puis en même temps de l'expliquer avec son mental, avec sa raison, donc de parvenir vraiment vers un bel équilibre de communication qui fait que ça fait de lui une personne qui va être fortement appréciée par rapport à tout ça. Et comme mission de vie, ben, vous pourriez vous dire, ben, tiens, moi, je me reconnais beaucoup dans le philosophe, donc j'ai envie, moi, de me faire plus confiance dans mes intuitions et de chercher davantage à articuler mes intuitions pour leur donner finalement une plus grande valeur. Hein, par exemple, je vous donne un exemple. Moi, je suis un intuitif. Ça fait 20 ans, mettons, que j'ai des perceptions intuitives, que j'ai jamais pris le temps vraiment de les approfondir. Puis là, je me dirais, mais cette année, j'ai envie d'écrire un livre. Ma mission à moi, c'est d'écrire un livre qui me permettrait de mieux comprendre les perceptions intuitives que j'ai et qui me permettrait d'articuler une compréhension, une méthode, une façon de faire pour aller plus loin dans cette démarche intuitive que j'ai développée. Vous voyez, ça serait un exemple qui pourrait être intéressant aussi donc à mettre en place comme mission de vie par rapport à notre vie. La septième mission de vie, c'est le spirituel. Et le spirituel, c'est l'être qui est aligné avec son essence fondamentale. C'est l'être finalement qui est réalisé. Et cet être réalisé, c'est un être effectivement qui comprend que la vie le porte, c'est-à-dire que lui, il est là sur Terre, mais il sait quelque part qu'il est là sur Terre pour quelque chose qui est plus grand que lui. Et il se laisse guider par cela. Il a confiance dans ce processus-là. Alors peut-être que des gens ici dans la salle qui auraient peut-être envie de se dire, mais tiens, moi j'ai envie, à quelque part, de plus faire confiance à la vie. J'aurais envie, à quelque part, de me sentir mieux guidé par la vie. Et là, ça veut donc dire quoi? Ça veut donc dire, effectivement, d'être plus attentif à la vie. Hein? C'est-à-dire que quand je reconnais que la vie est plus grande que moi, ça veut dire que c'est pas moi qui décide de ce que je vais faire de ma vie. C'est moi qui décide d'être attentif à la vie interne qui est en moi, puis à la vie, les événements qui se passent dans ma vie, pour être capable, justement, de donner un sens à ma vie. Parce que le spirituel, lorsqu'il est aligné et qu'il est équilibré, il ne se pose pas de questions sur de quelle façon que la vie s'exprime en lui. Il ne fait que la suivre parce qu'il est en harmonie avec elle. Mais on a tous un désir, nous, peut-être, de se rapprocher de ça. Et comme mission de vie, ça serait une voie intéressante de se dire, mais tiens, moi j'ai envie à quelque part d'être plus en harmonie, d'être plus en état d'équilibre avec ce sentiment justement que tout
tu es en harmonie dans la vie. Il n'y a rien de déséquilibré, que tous les événements, même ceux qui m'apparaissent comme étant inacceptables dans ma vie, ont une signification puis un sens. Et que dans ces conditions-là, ben justement, accepter quelque part ce que la vie est en train de m'enseigner, c'est de développer une forme d'humilité et de développer une certaine forme de spiritualité, justement, parce que je commence à m'ouvrir effectivement à l'idée que la vie est en train de me donner l'opportunité de faire davantage rayonner ma propre lumière, puis que cette lumière-là, pour qu'elle puisse rayonner, bien, il faut effectivement que je fasse de la place. Et faire de la place, mais effectivement, c'est de me dégager de tout ce que je pourrais considérer comme des obstructions. Les obstructions, souvent, sont reliées à notre ego qui s'empêche ou se refuse d'accepter la lumière qui est en soi. Donc la voie du spirituel, mais c'est un peu ça, hein, c'est celui justement de l'être qui reconnaît qu'il est un être de lumière et que cet être de lumière-là, ben, quelque part, il a envie simplement de la faire rayonner en lui et de se laisser guider par cette lumière-là. Et la mission de vie qu'on pourrait se donner à ce moment-là, bien évidemment, c'est de se donner cette autorisation-là de permettre à cette lumière-là qui est en soi de rayonner davantage. Alors, vous voyez que ça sera un peu l'idée des 7 grandes familles. Donc, vous avez pris le temps de définir de 0 à 100% possiblement les 7 familles et vous vous êtes donc reconnu peut-être dans l'une ou dans plusieurs autres, dans plusieurs familles, hein, mais peut-être que vous avez des pourcentages plus élevés dans certaines d'entre elles. Donc, ça serait peut-être intéressant si vous avez envie de simplement me mettre dans le chat la famille avec laquelle vous êtes le plus en appartenance, puisque ça va nous donner donc une indication de la mission de vie qu'on pourrait se donner pour cette année qui vient. Donc, si vous avez envie de me témoigner ça, bien, vous pouvez le faire simplement avec un petit mot dans le chat. Alors, pour les gens qui sont sur Facebook, bien évidemment, comme je dis, je ne me déplace pas je suis dans 2 salles en même temps. Et les gens sur Facebook, bien, si vous êtes intéressés à participer avec moi, bien, vous avez donc à vous connecter avec le lien que je vous ai envoyé, qui est présent sur, sur le petit message que j'avais laissé sur Facebook pour présenter la conférence. Donc voilà, voilà. Alors, donc, cette identification de l'un ou l'autre des 7 grandes familles va me permettre, moi, déjà, de pouvoir me dire, ben tiens, ma mission de vie à moi, qui résonne en moi, c'est par exemple le communicateur. Ce qui résonne en moi, c'est par exemple le créateur. Il y a Cléo qui me dit, moi, c'est le créateur à 90%. Donc déjà, c'est une orientation de mission de vie. Cléo a donc une mission de vie qui est orientée sur le créateur, qui nous amène donc évidemment à se dire, ben, tiens, peut-être que cette année, j'ai envie, moi, de faire plus confiance à cette habileté de créateur qui est en moi, de lui donner plus d'espace, plus de place, etc. Donc, ce serait déjà donc une première définition de la transformation de l'être, de se dire, ben voilà, cette année qui vient, j'ai envie de donner de l'espace à une expression de mon être que je reconnais quelque part en moi comme étant la plus importante présentement. Et dans ce cas de Clio, ce serait le créateur. Alors évidemment, s'il y en a d'autres qui veulent intervenir, ben vous pouvez le faire. On va maintenant aborder quelque chose qui va amener de l'information supplémentaire sur cette fameuse mission de vie-là et qui va nous apporter des nuances. Parce qu'on va voir maintenant que pour chacune des 7 grandes familles de l'âme, il y a des expressions moins équilibrées. Ces expressions moins équilibrées, qu'est-ce qu'elles vont nous permettre de découvrir? C'est qu'elles vont nous permettre que même si, par exemple, Cléo se dit créateur à 90%, elle va peut-être découvrir que la façon qu'elle exprime sa créativité, elle n'est pas équilibrée, elle est perturbée par divers mouvements énergétiques qui sont associés à ces chakras. Alors évidemment, moi, j'ai défini dans ma typologie un certain nombre de types d'états de conscience qu'on pouvait reconnaître. Il y a l'équilibré que je viens de vous présenter. Il y a également le désaligné, le l'hypo, l'hyper, l'hypo-surchargé, l'hyper-surchargé, l'épuisement. Donc, vous voyez que dans chacune de ces états-là, vous allez avoir des composantes psycho-émotionnelles qui vont en ressortir, que je ne vais pas vous présenter en détail aujourd'hui, mais je vais vous présenter surtout 2 états caricaturaux, pourrait-on dire, c'est-à-dire vous avez vu l'équilibre dans les 7 grandes familles de l'âme. Je vais vous parler maintenant de l'hypo. L'hypo, c'est un chakra dans lequel il n'y a pas beaucoup d'énergie, et l'hyper, dans lequel le chakra, il y a beaucoup trop d'énergie. Alors, on va voir qu'à travers cette compréhension de l'hypo et de l'hyper, on va constater qu'il y a des caricatures qui ressortent de ces 7 familles d'âmes-là, et dans lesquelles vous allez pouvoir aussi vous reconnaître, et qui vont vous permettre aussi de définir justement le deuxième étape de la transformation de l'être, qui est directement relié au potentiel évolutif. C'est-à-dire qu'à partir du moment que j'ai une mission de vie, de quelle façon que je vais mettre en application les objectifs pour atteindre cette mission de vie-là, c'est d'abord avant tout en reconnaissant que j'ai un potentiel évolutif qui est en moi, que je dois chercher à nourrir. Et pour arriver à le définir, ce potentiel évolutif-là, on va d'abord avant tout regarder justement cette
ces composantes que je vais vous décrire en hypo et en hyper. Et là, je vais vous inviter de nouveau à situer de 0 à 100% chacun de ces aspects-là. Et je pense que ça peut être vraiment intéressant de reconnaître que de 0 à 100%, vous allez constater, par exemple, bon, dans le cas du bâtisseur hypo, vous avez un certain pourcentage, dans le cas du bâtisseur hyper, vous avez un certain pourcentage, et ainsi de suite. Alors, si vous voulez bien, on va commencer cela. Il y a Jean-François qui me dit caractère à 70% et un appel vers le spirituel. Donc, tu vois, donc ça donne une précision au niveau de la mission. Et là, on va donc chercher maintenant un petit peu plus à préciser ça avec les potentiels évolutifs dont je vous ai parlé précédemment. Donc, si on vient avec le bâtisseur. Donc, le bâtisseur, il y a un état hypo et un état hyper. Donc, l'état hypo, c'est ce que moi, je vais vous donner ça avec des termes, c'est la simplicité volontaire. L'état hypo, ça veut dire quoi? Ça veut dire que je suis né sur Terre et j'ai de la difficulté à habiter mon chakra racine, j'ai de la difficulté à habiter ma nature de bâtisseur. Donc, qu'est-ce que ça va générer? Ça va générer quelqu'un qui n'a pas envie de se manifester dans la matière, qui n'a pas envie de se réaliser dans la matière, parce que la matière, pour lui, est un poids, c'est une difficulté. Donc, ce qu'il va chercher à faire, lui, c'est de rester dans une forme de simplicité volontaire. La simplicité volontaire, ça veut dire quoi? Ça veut dire, je suis bien prêt à vivre dans le monde terrestre, mais avec le minimum. Moi, j'ai pas envie, à quelque part, de m'alourdir de la dimension terrestre par plein de choses inutiles. J'ai pas envie d'avoir une grosse maison, j'ai pas envie d'avoir une grosse voiture, j'ai pas envie d'avoir plein d'obligations financières. J'ai envie de réduire au maximum mes acquis pour être capable d'être le plus libre possible. Donc, vous voyez que dans ce cas-ci, la simplicité volontaire, c'est vraiment une expression du bâtisseur qui va te dire, ben moi, j'ai pas envie d'être prisonnier de la dimension terrestre parce que la dimension terrestre, si j'en deviens je suis trop prisonnier d'elle, je vais me sentir embourbé, je vais pas être heureux. Alors, vous voyez que l'équilibre du bâtisseur, c'est celui justement qui apprend à fonctionner en accord avec la matière dans un état d'alignement et d'harmonie. Et quand on a peur de cette harmonie-là de la matière, ben on va la fuir et là, on va tomber dans la simplicité volontaire. Et si justement le chakra racine se développe trop fortement, ce qui va donner un état hyperactif, on va donner un accumulateur. L'accumulateur, c'est qui? C'est celui justement qui va, au contraire, que la simplicité volontaire, il va chercher, lui, justement, à constamment accumuler dans la matière ce que lui juge quelque part comme étant essentiel. C'est-à-dire qu'il y a 5 maisons, il y a 8 voitures, vous voyez, ça c'est un exemple caricatural, mais c'est quelqu'un qui a envie d'accumulation, d'accumulation, d'accumulation et d'accumulation. Alors, vous voyez qu'à travers ces voies de déséquilibre que je viens de vous nommer, on commence à toucher justement peut-être des déséquilibres qu'on retrouve dans la société. Par exemple, la société de consommation dans laquelle nous sommes. La société de consommation, elle repose sur quelle base? Elle repose sur, mais tu as une tasse ici, là, ben, tu en as une tasse, mais tu pourrais avoir 25 tasses à la place ou 30 tasses, alors que tu en as juste besoin d'une. Mais c'est pas grave, tu peux en avoir 25 parce que tu vas en avoir de chaque couleur, tu vas en avoir de plein de variations différentes. Alors, on tombe dans l'aspect société de consommation. La société de consommation veut donc dire quelque part qu'on va abuser de la matière, et en abusant de la matière, on va finalement tomber dans une espèce de fonction commerciale, de se dire tout le temps, il faut toujours finalement faire une progression, une croissance économique. Cette croissance économique va fonctionner sur le principe qu'il faut toujours finalement remplacer, acheter. De cette façon-là, bien évidemment, il y a ce sentiment de croissance économique qui existe. Alors, vous voyez que dans le bâtisseur, bien, on retrouve justement dans la société certains niveaux de perturbation. Il y a des gens qui vont se priver et il y a des gens qui vont effectivement accumuler. Et on trouve dans la société beaucoup ça, et on trouve évidemment la caricature de la société, évidemment, est beaucoup basée sur le principe de l'accumulation. Si j'ai réussi, c'est que j'ai 5 maisons, 8 voitures. C'est un sentiment, c'est une expression de la réussite qu'on va reconnaître chez quelqu'un qui a ça. Alors que quelqu'un qui a très peu, ben on va lui attribuer un sentiment quelque part que lui a pas réussi sa vie. Alors que finalement, la réussite ne repose pas sur la matière. On sait tous que quand on va mourir, ben on va pas partir avec nos 5 maisons, nos 8 voitures, on va toutes les laisser là. Et on va se retrouver, on va quitter le monde nu, en fin de compte, hein, dans le sens que c'est l'expression de notre âme qui va quitter notre corps, et on va se retrouver, donc on va abandonner tout ça. Donc, vous voyez qu'on est socialement pris un petit peu dans ce système, finalement, de reconnaissance et d'attribution qui font qu'on s'est perdu un petit peu en chemin. Alors, pour donc venir avec le bâtisseur, mais là, vous avez vu 2 caricatures. Évidemment, il y en a d'autres, hein, je vous l'ai dit, il y a d'autres états, mais je ne prendrai pas le temps de vous les expliquer parce que ce serait finalement un peu trop long.
Donc, je vais simplement m'arrêter ici en vous disant que vous avez donc la simplicité volontaire et l'accumulateur, et vous pouvez vous identifier, vous, à 0 à 100% avec la simplicité volontaire, de 0 à 100% avec l'accumulateur, qui va vous permettre donc de vous poser un regard sur votre bâtisseur. Déjà, vous avez vous avez donné un pourcentage au bâtisseur dans sa version équilibrée. Là, vous donnez un pourcentage à sa version hypo et à sa version hyper. Donc, ça vous donne déjà à ce moment-là une orientation qui peut être un élément de réflexion pour vous. Et on va un petit peu aller plus loin tout à l'heure à mesure que ça va avancer. Donc, si vous avez des questions, évidemment, n'hésitez pas à me le faire savoir dans le chat. Je prendrai le soin de répondre à vos questions. Ensuite, après le bâtisseur, vous avez le communicateur. Et le communicateur, encore une fois, a un état hypo, un état hyper. Donc, l'état hypo, c'est la personne qu'on pourrait dire renfermée. C'est la personne, quelque part, qui est renfermée. Pourquoi elle est renfermée? Parce qu'elle est complètement prisonnière d'elle-même. C'est une hypersensible. Et l'hypersensible, qu'est-ce que ça fait? L'hypersensibilité, c'est que ça nous amène à nous dire, ben, elle m'a pas dit bonjour aujourd'hui. Pourquoi elle m'a pas dit bonjour aujourd'hui? Ah, elle m'a regardé avec des drôles de yeux, cette autre personne-là. Ah, celle-là, elle le fait comme si j'étais pas là. Vous voyez, ça, cette espèce de monde intérieur qui fait qu'on devient hypersensible parce qu'on a l'impression à chaque fois qu'il se passe quelque chose que les gens autour de nous ne nous donnent pas la valeur que l'on mérite. On a l'impression d'être rejeté à ce moment-là. Alors, vous voyez que le communicateur, dans une version hypo, c'est quelqu'un quelque part qui est devenu hypersensible et qui a toujours l'impression quelque part qu'on devrait lui donner plus d'importance et qu'il n'a pas. Et ça va l'amener donc à développer une hypersensibilité qui va le rendre de plus en plus isolé, de plus en plus en retrait, de plus en plus dans une position où il a l'impression quelque part qu'on ne lui donne pas la valeur qu'il mérite, etc. Mais comme il garde tout en dedans de lui et qu'il ne communique pas, il pense à une forme d'authenticité, et juste dans une forme d'hypersensibilité qui l'éloigne d'une communication franche et honnête. Et c'est certain que c'est ça qu'il va devoir travailler aussi pour arriver donc à trouver un plus grand équilibre. Si on regarde maintenant l'état de l'hyperactivité, c'est le manipulateur. Le manipulateur, qu'est-ce que c'est? C'est l'individu qui ne tient pas compte de l'autre et qui cherche, lui, à imposer ce qu'il perçoit comme étant juste. Par exemple, moi, je suis un vendeur de quelque chose et je sais que je dois vendre quelque chose. Ben, je vous rencontre et comme je sais que je dois vendre quelque chose absolument, je vais argumenter mon point de vue pour vous convaincre de vous vendre quelque chose, même si vous n'avez pas besoin de ce que je vous vends, parce que mon objectif, c'est de vendre parce que je dois le faire. Alors, vous voyez que là, on tombe dans un principe de manipulation. Comme par exemple, si je rencontre une femme ou un homme avec lequel j'aimerais vivre une relation amoureuse ou sexuelle, je ne sais quoi, ben, toute mon argumentation va chercher à la plaire, à la séduire, à faire en sorte qu'elle tombe sous mon charme pour que j'obtienne ce que je veux. Donc, je ne suis pas dans une relation d'authenticité et de vérité, là. Je suis dans une relation dans laquelle je cherche à faire valoir que ce que je veux, ce que je ressens dans moi, ben, je puisse arriver à convaincre l'autre de ça. Donc, la communication repose sur un principe de je veux quelque chose et je vais tourner ma communication autour de ce que je veux pour l'obtenir. Et encore là, on regarde la société, comment elle fonctionne actuellement. On voit bien quelque part que cette notion de communicateur hyperactif est quelque chose qu'on retrouve énormément dans la société. La publicité, par exemple. La publicité, jamais elle va nous dire, ben, vous savez que ce produit-là, il est nul, ne l'achetez pas. Non, la publicité est là pour vendre, elle est là pour nous faire croire que le produit qui nous est présenté est un produit extraordinaire et qu'il faut absolument l'acheter. Et voyez qu'on pourrait passer plein de temps là-dessus pour faire valoir quelque part comment, en tant qu'être humain, on est constamment prisonnier par cette fausse communication que j'appelle, une communication qui repose simplement sur l'idée qu'on cherche tout le temps à essayer de nous vendre quelque chose avec une argumentation de vente qui va nous amener à nous faire manipuler en quelque part par ces objectifs finalement de vente qui existent à ce moment-là. Et nous, ben, on se fait prendre là-dedans souvent. Et on vit dans une société justement où le mensonge est quelque chose de reconnu, comme je disais tout à l'heure, c'est quelque chose qui est valorisé même. Et on regarde des publicités puis on n'est plus étonné de voir que les publicités sont mensongères parce qu'elles apparaissent normales. On n'est pas étonné non plus qu'un politicien nous promette des choses et que lorsqu'il est élu, il ne fasse absolument pas ce qu'il nous avait promis. On n'est plus étonné de ça. Pourquoi? Ben, c'est une tendance naturelle. C'est normal d'être comme ça. Et vous voyez, c'est là qu'on voit qu'il y a un problème de société. Un problème de société puisque la communication, la volonté d'être authentique est complètement perturbée par cette volonté que l'on a de finalement obtenir, de plus chercher à obtenir ce que l'on veut face à l'autre que d'être vrai avec l'autre. Et c'est ça qui est un peu dommage dans cela.
Donc, encore là, vous pouvez effectivement vous donner un 0 à 100% chez l'hypersensible, un 0 à 100% chez les manipulateurs pour voir comment vous vous situez par rapport à l'un et à l'autre de ces deux aspects-là du communicateur. Ensuite, vous avez le guerrier. Et le guerrier a encore ces deux états que je vous ai présentés. Donc, le hypoactif chez le guerrier, à quelque part, c'est souvent, on va l'appeler le dominé. Le dominé, mais c'est qui? C'est celui, quelque part, qui accepte justement d'être dominé parce qu'il ne veut pas justement se retrouver dans une position d'affrontement vers quelqu'un. Alors, ça peut être associé donc à plein de situations qu'on se trouve, qu'on accepte d'être dans une position de dominer, hein, parce que quand on comprend quelque part qu'une personne est plus forte que nous ou qu'elle a des pouvoirs qu'on n'a pas, hein, si c'est mon patron par exemple, ben, je comprends que mon patron pourrait me mettre à la porte, donc je ne peux pas l'affronter comme je le souhaiterais. Donc, j'ai accepté une position de dominer pour finalement rester là. Alors que la position de l'hyperactif, c'est la position du dominant. La position du dominant, c'est celui justement qui se donne l'opportunité de pouvoir dominer les autres parce qu'il a ce pouvoir-là qui lui permet de le faire. Alors vous voyez que là, on tombe vraiment dans ce qu'on appelle la société capitaliste, où on reconnaît justement que la société capitaliste fonctionne sur ce principe de dominant et de dominer. Je suis dominant et parce que je suis dominant, je cherche justement à dominer les êtres humains qui sont autour de moi. Et c'est comme ça que la société fonctionne quand on y pense, hein, puisque quand on a de l'argent, on peut être dominant parce qu'on peut bénéficier de choses que les autres n'ont pas, et ainsi de suite. Donc, on vit dans une société aussi, encore une fois, qui nous a éloignés du guerrier équilibré, nous a éloignés du guerrier équilibré parce qu'on n'a pas appris à collaborer ensemble, on a appris simplement à se dire, ben voilà, moi je veux quelque chose, donc je te le prends, et comme je suis plus fort que toi, ou comme je suis plus puissant que toi, ben tu te la fermes, parce que c'est comme ça que la vie fonctionne. Donc vous voyez qu'encore là, on s'est éloigné, encore une fois, de la nature du guerrier équilibré, et évidemment, ce que je vous invite à faire, c'est de définir de 0 à 100% la nature de dominé que vous avez et de 0 à 100% la nature du dominant qui est en vous pour que vous puissiez arriver justement, encore une fois, à donner un regard sur le guerrier qui vous permette justement d'aller un petit peu plus approfondir cette réflexion qu'on a faite avec la mission de vie, de comprendre effectivement que cette mission de vie-là, pour qu'elle puisse se réaliser, il va falloir que vous arriviez à vous dire de quelle façon que je vais pouvoir réaliser cette mission de vie-là. Et là, on va commencer à comprendre que la mission de vie, évidemment, elle demande de notre part à nous de reconnaître une façon, un plan d'action qui va nous donner l'opportunité d'atteindre, d'actualiser justement ça. Et ce que je vous présente là, c'est un petit peu comme les composantes qui sont perturbées, qui sont en nous, qui peuvent nous éloigner justement par rapport à cette mission de vie-là. Alors, c'est ça qui peut être intéressant, donc, de réfléchir à ça, puis de voir où se trouvent nos faiblesses, parce que des endroits, vous allez vous dire, mais je suis à 0% à tel endroit, mais peut-être que le 0% qui est en tel endroit, dans votre mission de vie que vous voulez accomplir, vous allez peut-être constater que cet aspect-là qui est à 0% est très important et que vous auriez avantage, donc, à chercher à le développer. Donc, vous allez commencer à comprendre que votre mission de vie, vous l'allez avoir identifiée, vous allez ensuite identifier des comportements, des états de conscience que vous avez à développer pour parvenir justement à vous réaliser et à concrétiser cet objectif de vie que vous êtes en train de vous fixer. Je ne sais pas si je suis clair. S'il y a des questions, des interrogations, n'hésitez pas à me le faire savoir dans le chat, dans la salle de chat virtuelle. Pour ceux qui sont sur Facebook, qui assistent, vous savez que si vous voulez communiquer avec moi, vous devez passer par le chat. Donc, dans la salle virtuelle dans laquelle je suis, vous avez l'adresse qui est indiquée dans le lien de présentation de la conférence. Donc, si vous allez jeter un coup d'œil, vous allez pouvoir donc vous présenter dans le chat et poser des questions également si vous êtes intéressé. Voilà. Donc, on poursuit notre petite réflexion, et si les questions, n'hésitez pas. Donc, on arrive au serviteur. Donc, le serviteur, on en avait parlé tout à l'heure, dans sa version équilibrée. Quand on regarde l'état de l'hypo et de l'hyper, l'hypo du serviteur, c'est l'égoïsme. Alors, c'est le cœur qui est fermé. Alors, quand le cœur est fermé, qu'est-ce qu'on fait? On est preneur. Moi, je ne veux pas donner, parce qu'à quelque part, on m'a blessé. Et parce qu'on m'a blessé, quelque part, je veux prendre. Je veux prendre, je veux prendre, je veux prendre, je veux prendre, je veux prendre. Je tiens compte de mes besoins et je ne veux surtout pas donner parce que si je donne, je perds quelque chose. Donc, l'égoïste, c'est celui, à quelque part, qui va toujours chercher à se retrouver dans une position de preneur, puisqu'en prenant, il a l'impression justement qu'il gagne quelque chose et qu'il ne perd pas quelque chose. Parce que c'est finalement quelqu'un qui est assez insécure que l'égoïste. Alors que celui qui est dans l'hyperactivité va être quelqu'un qui va être dévoué. Alors, le dévouement, évidemment, dans un cas où on est trop dévoué, on est donneur. Alors, vous voyez que preneur, donneur. Donc, si je donne trop, je deviens quelque part quelqu'un qui se soumet aux autres. Et si je suis trop preneur, je suis quelqu'un qui va tout le temps prendre, donc qui va profiter des autres.
Alors, vous voyez que ça, c'est deux grandes tendances qu'on retrouve dans la société. Je pense qu'on peut certainement reconnaître en état de nous-mêmes ces deux composantes-là. On a tous un côté donneur, puis on a tous un côté preneur. La question à se poser, et là ça revient au serviteur équilibré, de quelle façon que je peux prendre et donner dans un contexte où je m'assume et que je suis en pleine harmonie avec moi. Ce serait ça un peu la réflexion qu'on peut se donner par rapport à la nature du serviteur. Maintenant, dans l'idée d'une perturbation, on comprend que si je suis quelqu'un qui est trop donneur, par exemple, qui donne trop dévoué, ben quelque part, c'est peut-être pas favorable. Par exemple, si je suis un créateur, par exemple, et que le créateur ben, a un besoin quelque part de réaliser un certain projet, il a donc besoin d'une certaine forme d'individualité, il a donc besoin d'une certaine forme de courage à se faire confiance, et que il donne trop, mais vous comprendrez quelque part que le comportement de donneur chez lui n'est pas favorable à l'expression du créateur, véritablement. Donc, vous comprendrez ici que vous allez avoir besoin de dire, mais qu'est-ce que j'aurais besoin, moi, pour développer le créateur qui est en moi d'une façon plus efficace? Hein, si je suis trop donneur, ben, j'aurai peut-être avantage à développer l'égoïsme. Hein, l'égoïsme qui va me permettre, moi, de me ramener à l'idée de dire, ben voilà, j'ai peut-être moins envie d'être quelqu'un qui est tout le temps en train d'être attentif à tout le monde parce que j'ai besoin de focuser mon énergie pour commencer à donner plus créateur et pour ça, ben, j'ai besoin de tenir compte plus de moi et de plus prendre de temps pour moi, vous voyez. Alors ça serait c'est une façon, quelque part, d'approfondir cette notion de mission de vie. Hein. Je prends l'exemple du créateur parce que Cléo et Jean-François qui m'avaient parlé donc du créateur qui était plus présent chez eux. Mais c'est sûr que le créateur, bien évidemment, il doit donc être supporté par des comportements qui vont être en accord avec la nature du créateur. Et dans ce cas-ci, dans le serviteur, bien évidemment, vous voyez un petit peu ce que je viens de vous présenter à ce sujet-là. Ensuite, si on poursuit avec le philosophe maintenant, le créateur, excusez-moi, plutôt. Le créateur, donc, a deux états de conscience distincts, il y a l'hypo et l'hyper, comme on l'a vu tout à l'heure. Le créateur, dans un contexte hypo, ça va être quoi? C'est quelqu'un, effectivement, qui ne sera pas créateur, justement, et qui va craindre la créativité, qui va en avoir peur, et qui va donc développer ce que j'appelle la routine. C'est quelqu'un qui va être plutôt routinier qu'autre chose, parce qu'il va chercher, justement, à fuir toute forme de créativité, parce qu'il en a peur, il la craint, et il va donc chercher tout le temps, à vivre une routine un peu classique. Hein. Je me commence à telle heure, je finis à telle heure, je fais telle chose, telle chose, telle chose. On fait toujours un petit peu les mêmes choses dans la journée, et c'est comme ça qu'on est heureux. Alors ça, c'est le créateur hypoactif qui va donc tomber dans une forme de routine par peur d'être créatif. Ça, il faut se le rappeler aussi. Et de l'autre côté, dans l'hyperactivité, on va retrouver justement un créatif qu'on pourrait presque dire dispersé, c'est-à-dire un créatif à quelque part qui a plein de projets. Il y a tellement de plein de projets qu'il oublie de les réaliser. C'est-à-dire qu'il y a plein de choses qu'il veut faire, il en parle, il en parle, il en parle, les gens l'écoutent, puis finalement, 6 mois plus tard, 1 an plus tard, il est toujours en train d'en parler. Il n'a pas pris le temps de réaliser les choses parce que il n'a pas pris le temps de reconnaître que le pouvoir créateur n'est réel que s'il est manifesté. Moi, je pourrais toujours dire quelque part que j'ai un projet extraordinaire, une invention extraordinaire qui est merveilleuse et qui est fantastique, mais tant et longtemps que je ne l'ai pas réalisé en matière, les gens vont m'entendre, vont peut-être me dire « Ah, c'est intéressant ton projet, mais j'aimerais savoir comment il fonctionne. » Et si je ne le réalise jamais concrètement comment il fonctionne, ben, je vais toujours rester dans une position d'insatisfaction. Alors, vous voyez que c'est ça, c'est là quelque part que l'expression du créateur, c'est intéressant dans une mission de vie de créateur, par exemple, mais si on constate que les états de conscience qu'on a développés en tant que créateur sont soit vers une forme de routine, ben, la routine peut être intéressante hein, dans un contexte de créativité, mais encore là, il faut commencer justement à devenir conscient de quelle façon que notre routine peut nous être utile pour atteindre cette créativité-là, pour la concrétiser. Et la dispersion, bien évidemment, c'est un piège qu'on va retrouver chez le créateur qui a plein de projets, plein d'idées, et il doit donc focuser. Alors, c'est là qu'on doit reconnaître justement qu'une version équilibrée qu'on doit chercher à atteindre, et cette réflexion qu'on est en train de faire ben, nous permet peut-être justement d'aller un peu plus loin dans la façon d'envisager quelque part la continuité. À partir du moment qu'on a identifié la mission de vie que l'on avait envie d'accomplir cette année, ben, ces états de conscience-là nous permettent de plus travailler sur cela pour mieux comprendre la nature de cela. OK, donc je ne sais pas si c'est clair tout ce dont je vous parle. Peut-être que vous me pouvez faire un petit coucou, juste me dire un petit peu que tout est clair pour vous, que ça se passe bien, pour que je sache que tout se passe bien, puisque j'ai pas trop d'interaction avec les gens depuis les débuts. Oui, ça va bien, merci Jean-François. Ensuite, donc, après le créateur, bien, il y a le philosophe. Alors, le philosophe, évidemment, on a un hypo et un hyper de la même façon. Le philosophe, c'est intéressant parce que, il y a donc, je l'ai dit tantôt, que c'est une intégration du rationnel et de l'intuition.
Alors, dans le cas de l'hypo et l'hyper, là, c'est comme si on faisait une coupure. Dans le cas de l'hypo, on tombe dans le scientifique. Le scientifique, c'est qui? C'est celui, à quelque part, qui pense avec sa tête, qui va exprimer, tout ce qu'il va exprimer va reposer sur ce que lui juge comme étant scientifique, ce que lui juge comme étant démontré, ce que lui juge comme étant le savoir humain. Alors lui va toujours chercher donc à baser son savoir sur ce qui a été acquis par l'être humain, par l'humanité, ce qui a été démontré par l'être humain. Tout ce qui n'a pas été démontré par l'être humain, il va chercher à ne pas le reconnaître et à ne pas le valoriser. Et de l'autre côté, dans l'état de l'hyperactivité, on pourrait appeler ça comme le médium, par exemple, hein, c'est-à-dire l'être humain, quelque part, qui va reconnaître, lui, que la réalité humaine n'est pas la réalité la plus importante. La plus importante est une réalité plus subtile, dans laquelle il y a des règles et des lois qui ne sont pas celles des êtres humains, et il va donc attribuer cette réalité-là plus d'importance que la réalité terrestre. Donc vous voyez que c'est comme deux extrêmes. Alors, ces deux extrêmes-là, évidemment, vont nous éloigner en quelque part du philosophe, parce que le philosophe, c'est un sage qui est capable d'articuler des intuitions autour d'une pensée rigoureuse. C'est un être qui est capable de mettre au monde des systèmes de pensée. Alors, si je suis médium, par exemple, ben, médium va faire que je suis quelqu'un qui va donner beaucoup de pouvoir au monde subtil, au monde intuitif, mais je n'aurai pas la capacité nécessairement d'articuler une pensée autour de ça parce que je ne donnerai pas de valeur à mon rationnel. Et le scientifique, ben lui, c'est l'inverse, c'est-à-dire quelqu'un qui va donner beaucoup de valeur à son intellect, à son savoir, mais il va très peu donner de valeur à son monde intuitif. Quand on regarde socialement comment le monde fonctionne, c'est évident que le monde scientifique est un monde important dans le monde terrestre parce que c'est un monde effectivement qui repose sur la valeur du gros bon sens, hein, c'est-à-dire que on a démontré des choses, donc voilà la vérité. On va partir de ce principe-là. Quand on regarde historiquement parlant, on sait bien que euh, dans le monde de la médecine, par exemple, un médecin, la médecine évolue. Donc, un jour, elle dit quelque chose, avec le temps, elle évolue, puis elle devient capable de dire autre chose. C'est normal. Dans tous les systèmes, dans toute l'histoire de l'humanité, c'est comme ça que ça fonctionne. Donc, c'est des vérités relatives qui sont présentes dans ça. Puis, dans le cas du médium, bien évidemment, ce médium-là, bien, quelque part, peut arriver avec des belles idées, des belles hypothèses autour des belles donner beaucoup de valeur à ce monde subtil-là, mais encore là, on vit dans un monde terrestre. Donc, il faut trouver un équilibre entre les deux qui va faire qu'on va être capable, justement, de combiner ces deux univers-là. Et c'est là que le philosophe équilibré trouve son expression la plus juste. Encore une fois, vous pouvez donc situer avec un pourcentage, votre nature scientifique, votre nature, justement, plus médium, pour être capable de vous positionner par rapport à cela. Ensuite, le spirituel. Donc, le spirituel, évidemment, c'est l'individu, justement, qui se retrouve donc au septième chakra. Et l'état de l'hypo, chez lui, c'est un individu qu'on va qualifier de existentialiste. C'est athée, un athée. C'est-à-dire quelqu'un qui ne croit pas en Dieu. Il se lève le matin, il se dit, ben, pourquoi je me lève le matin? Qu'est-ce que je fais là sur Terre? Pourquoi j'irai travailler? Pourquoi je devrais ouvrir les yeux? Pourquoi je devrais respirer? Pourquoi je devrais manger? C'est quelqu'un qui se pose plein de questions à savoir qu'est-ce qu'il fait là sur Terre. Donc, c'est quelqu'un qui est en crise existentielle. Dans l'hyperactivité, c'est l'individu qu'on pourrait presque dire, bon, c'est le mystique. Le mystique, je vais vous le définir, c'est celui que je considère comme étant l'individu qui va donner sa vie à la vie spirituelle. Par exemple, le prêtre qui va donner sa vie à l'Église, les disciples dans différents mouvements spirituels ou religieux vont donner leur vie, vont devenir effectivement des individus qui vont se donner corps et âme à une vie spirituelle. Donc le spirituel hyperactif va vraiment être une personne qui va donc se donner corps et âme dans une vie spirituelle en s'insérant dans un mouvement spirituel avec lequel il va se sentir à l'aise, bien sûr. Puis évidemment, dans ce processus-là, ça pourrait entraîner, hein, dans les perturbations plus avancées, ça pourrait entraîner évidemment cette pensée de plus en plus fermée, hein, dans laquelle l'individu se dit, ben voilà, moi, en quelque sorte, ben, je me reconnais comme un être spécial, et cet être spécial-là, ben, quelque part, a une mission spéciale à faire, et cette mission spéciale-là, ben, finalement, c'est de transmettre effectivement que je suis un être spécial et que je veux vous amener dans un univers spécial, suivez-moi, puis on va aller ensemble là-dedans. Puis c'est là qu'on aborde justement cette dimension sectaire que j'appelle. La dimension sectaire, c'est les individus qui vont finalement se laisser piéger par le sentiment qu'ils sont spéciaux et que parce qu'ils sont spéciaux, ils sont en mesure donc de dire des choses spéciales et d'amener des gens dans des voies spéciales, dans des routes spéciales qui peuvent vraiment être des voies même dangereuses quelquefois. Alors ça peut être des pièges associés donc au spirituel hyperactif qui va tendre, lui, vers l'épuisement. Hein. C'est-à-dire que plus on tend vers des états de perturbation plus avancés, plus la nature
du spirituel hyperactif va dégénérer en fin de compte, va devenir de plus en plus piégé par l'ego et il va nous amener donc dans des voies de moins en moins équilibrées et évolutives. Donc encore là, vous pouvez donc vous situer entre 0 et 100% sur les deux natures que je vous ai présentées. Donc la nature, votre capacité à vous dévouer à une voie spirituelle et votre capacité justement à cette dimension plus existentialiste qui peut être présente également en vous, qui se questionne sur le sens de la vie d'une façon plus importante. Alors en faisant ça, qu'est-ce que vous allez découvrir? Vous allez découvrir finalement que vous avez donc une mission de vie que vous allez identifier et à partir de cette mission de vie-là, vous allez reconnaître que vous avez donc 14 états avec un pourcentage pour chacun d'eux. Ces 14 états-là sont des états hypo ou hyper. Donc, vous êtes capable de vous dire, ben, tiens, à la limite, vous pourriez donc prendre le temps de vous dire, ben, je suis en train de découvrir chacun de mes chakras, est-ce qu'ils sont équilibrés, est-ce qu'ils sont hypo ou ils sont hyper. Donc, pour chacun des chakras, vous pourriez être en mesure d'arriver à reconnaître d'une façon globale, hein, l'état, bon, le bâtisseur est équilibré, le communicateur est hypoactif, le guerrier est hyperactif, le cœur est hypoactif, la gorge est hypoactive, et ainsi de suite. Donc, vous pourrez arriver à donc développer un certain regard sur vos états énergétiques qui vous permettrait de pouvoir commencer justement à vous dire de quelle façon que vous pourriez envisager de mettre en place un plan d'action par rapport à votre mission de vie. Je m'explique. Si vous avez une mission de vie à quelque part qui relie donc au créateur, pour prendre l'exemple de ce que vous m'avez donné tout à l'heure, ben, si je suis un créateur, ben, le créateur, qu'est-ce qu'il a de besoin, lui, dans cette année qui vient, pour arriver à atteindre ses objectifs? Et par le fait que ce qu'on vient de faire comme petit exercice, vous pouvez prendre le temps de regarder les chakras qui sont les plus élevés, ceux qui ont le plus gros pourcentage, dans le cas de l'hypo et de l'hyper, et vous pouvez regarder également ceux qui sont les plus faibles pourcentages, et prendre le temps de regarder qu'est-ce qui ressort de ça pour envisager de vous dire, OK, moi en tant que créateur, par exemple, qu'est-ce que moi j'aurais besoin cette année pour parvenir à développer mes fins? Et qu'est-ce que j'ai qui est déjà à un niveau très fort, qui est déjà présent, qui est donc des atouts, des acquis, et qu'est-ce qui me manque? Dans quel état, quel est l'état hypo-hyper dans lequel je sens qu'il y a une perturbation plus importante qui est là et que je pourrais davantage travailler pour augmenter cet état-là, pour favoriser donc une expression plus juste de mon être. Alors, je ne sais pas si vous me suivez par rapport à ce que je viens de vous dire, puis encore là, vous pourriez peut-être prendre le temps de me donner justement ce que vous avez comme regard, comme ça, un peu rapide, là, de quel est l'état sur lequel vous pourriez travailler pour l'année qui vient. Donc, si vous avez envie de le faire, ben, vous pouvez bien sûr le faire. Et évidemment, jusqu'à maintenant, je vous avais présenté davantage, donc d'une façon, et c'était un peu volontaire, je voulais qu'on puisse faire ensemble un petit voyage pratico-pratique dans l'idée de se dire, bon, ben, j'ai une mission de vie, j'ai des états de conscience qui sont des acquis sur lesquels je peux reposer pour concrétiser ma mission de vie, puis il y en a d'autres qui sont trop faibles, qu'il faudrait que je travaille cette année pour aller un peu plus loin. Donc, vous voyez, c'est un peu le sens de ce que j'avais envie de vous proposer. Puis, évidemment, j'aimerais peut-être prendre un petit temps ici pour vous présenter la pleine conscience intuitive, pour voir un petit peu de quelle façon que ce qu'on a vu ensemble peut devenir comment ça peut devenir un atout de travailler avec la pleine conscience intuitive pour aller un peu plus loin par rapport à ça. Donc, la pleine conscience intuitive, vous l'avez compris, c'est un voyage imaginaire. Hein. On utilise l'imaginaire comme un support, comme un véhicule, et ce véhicule me permet de voyager en moi. Maintenant, quand on commence à parler de cette typologie que je vous ai présentée, on comprend dans un premier temps qu'il est possible de travailler avec notre mission de vie. Hein, c'est-à-dire que moi, si par exemple, je reviens avec l'exemple du créateur, il y a deux personnes qui me disaient que c'était plutôt le créateur qu'ils avaient reconnu en eux comme mission de vie. Mais ça veut dire quoi? De quelle façon concrètement je pourrais travailler pour aller un peu plus loin avec le créateur? Ben, ce serait simplement en me mettant dans une position d'enracinement, en travaillant donc au niveau de mon cœur à développer une forme de technique du projecteur, de projeter de la lumière devant moi vers un écran et de pouvoir justement me mettre en relation avec le créateur qui est en moi. Là, je prends le créateur parce que c'est l'exemple qu'on m'a donné et le créateur apparaîtrait à moi sous une forme d'expression.
Cette expression-là, je prendrai le temps de décrire ce que je vois, entends et ressens, de questionner cette perception-là pour comprendre justement qu'est-ce que le Créateur a à me dire. Et ensuite, je pourrais évidemment faire de la déprogrammation, faire des soins pour harmoniser le Créateur en moi, pour être de plus en plus capable de me réunifier à lui, c'est-à-dire de m'harmoniser à la nature du Créateur. Alors, vous voyez que déjà que la mission de vie, on aurait déjà identifié quelque chose, mais par la pleine conscience intuitive, on pourrait aller beaucoup plus loin dans ce sens-là. Alors, je pense que c'est là, effectivement, qu'on peut arriver donc à se mettre dans une position très intéressante d'harmonisation avec la mission de vie et de quelle façon qu'on peut collaborer avec la nature de notre mission de vie comme le Créateur pour aller un peu plus loin dans cette direction-là. Alors, vous voyez, ça, c'est une première application de la pleine conscience intuitive qui pourrait être intéressante pour aller un peu plus loin dans le cadre de la mission de vie. Maintenant, dans les états, les 14 états que je vais présenter, les hypo-hyper plutôt, ce qui pourrait être intéressant, bien évidemment, c'est que quand on va voir chacun de ces états-là, on va donc travailler à un niveau plus psycho-émotionnel. Par exemple, je travaille avec l'égoïsme. Par exemple, je constate que dans mon serviteur, dans mon chakra du cœur, j'ai un état hypo qui est très présent et j'aimerais faire un travail sur lui parce que je constate que cet égoïsme-là en moi m'empêche d'évoluer, de progresser dans la mission de vie que je me suis donnée. Donc, je pourrais refaire l'enracinement, travailler avec mon projecteur, diriger ma lumière vers l'écran avec l'idée, avec la conscience que je travaille avec l'égoïsme qui est en moi. Et je pourrais donc voir entendre, ressentir qu'est-ce que je perçois de l'égoïsme. Je pourrais donc voir des images, des sensations et des mots, discuter avec lui, déprogrammer et soigner afin de m'harmoniser avec la nature égoïste qui est en moi pour me réapproprier, me réunifier à cet état-là pour que je sois plus en paix avec lui à ce moment-là. Donc, vous voyez que de cette façon-là, qu'est-ce qui en ressortirait? Il en sortirait d'une part, j'ai une mission de vie et j'ai également un travail que j'ai fait sur une facette de moi qui était perturbée, par exemple l'égoïsme, et en faisant ce travail-là, je constate qu'il y a une forme de potentiel évolutif qui ressort. C'est-à-dire qu'après avoir fait un travail sur l'égoïsme qui est en moi, je découvre que, après avoir fait ce travail-là, que l'égoïsme me met en contact avec un grand désir d'affirmation qui est en moi, que j'avais peur de faire parce que comme j'étais égoïste, j'étais tourné vers moi, j'avais peur de me dévoiler, j'avais peur d'exprimer qui j'étais vraiment. Et là, je me rends compte que j'ai envie maintenant de le faire et j'ai envie donc d'incarner ce désir de manifester davantage qui je suis en faisant des activités où les gens vont m'entendre plus, etc. Alors, vous voyez que c'est un plan d'action qui mettrait en avantage un potentiel évolutif en moi. Je ne sais pas si vous me comprenez bien par rapport à ça. Ici, il y a des questions. Il y a Cléo qui me dit c'est une formation très, très intéressante. J'apprends beaucoup. Mais tant mieux, Cléo, ça me fait plaisir. Je pense que tu suis la formation personnelle. Donc, d'où ta capacité de pouvoir dire que c'est une formation très intéressante. Y a-t-il d'autres gens qui auraient envie de me partager des choses par rapport à tout ce qui a été dit jusqu'à maintenant ou des questions que vous aimeriez avoir? Puisque là, on va aborder maintenant tout doucement la troisième et quatrième étape pour la transformation de l'être. Donc, s'il y a des gens qui ont des questions, des commentaires, des réflexions, Jean-François a dit super outil pour l'analyse personnelle, donc super, je suis content que vous appréciez. C'est un projet qui a pris beaucoup plus de temps à prendre forme parce que finalement, je me suis rendu compte que pour arriver à asseoir la typologie que j'étais en train de mettre en place, il fallait prendre un certain temps de réflexion, en fin de compte, et je ne m'étais pas préparé à ça parce que je croyais que ça se ferait beaucoup plus rapidement, et ça a été beaucoup plus long parce que j'ai senti qu'il y avait besoin d'assises, de prendre le temps de maturité, en fin de compte, voilà, que j'avais besoin d'aller chercher. Donc, ça a été une expérience qui était beaucoup plus longue pour cette raison-là et qui a permis donc de mettre en place les 49 états. Alors là, je ne vous présente pas les 49 états, mais vous avez déjà suffisamment, je pense, pour être capable de vous donner une bonne idée. Donc, je poursuis, puisque s'il y a des gens qui ont envie de me le faire part, donc de questions, bien, vous pouvez me le faire, m'en faire part. Donc, la troisième étape fondamentale que je vous propose de faire, c'est ce que j'appelle donc le mantra personnalisé. Alors, le mantra personnalisé, qu'est-ce que c'est? C'est assez simple, c'est-à-dire qu'à partir du moment que j'ai une mission de vie, que j'ai reconnu une composante psycho-émotionnelle qui m'empêchait d'atteindre ma mission de vie, et que j'ai pu travailler dessus par le biais de la pleine conscience intuitive et j'ai pu reconnaître que j'avais un potentiel évolutif qui était derrière ça. Comme dans l'exemple que je vous donnais, c'était cette idée que j'étais une personne qui avait envie de témoigner davantage de qui il était dans
l'expression justement de je suis quelqu'un d'important, j'ai de la valeur, j'ai envie maintenant de me faire entendre. Toujours avec l'idée du créateur, parce que j'avais parti du principe que c'était un exemple que j'avais une mission de vie de créateur et que j'avais décidé de constater que dans le cas du créateur qui était en moi, j'avais envie de travailler sur une composante d'égoïsme qui était en moi, qui était peut-être trop importante par rapport à mon mission de vie, c'est l'exemple que je donnais, ben à ce moment-là, évidemment, si je décide, moi, de faire un travail sur l'égoïsme, on a vu que ça m'amenait à un potentiel évolutif avec la déprogrammation, entre autres. Hein. J'ai pu voir que par la déprogrammation, j'arrivais à transformer l'état d'égoïsme en état différent, qui me mettait en contact, qui me révélait finalement ce qui est derrière l'état d'égoïsme, c'est-à-dire une volonté que j'ai de pouvoir commencer à reconnaître quand dans moi, ben, j'ai été égoïste parce que justement, j'avais peur de dévoiler qui j'étais, hein, la nature créatrice qui était en moi, j'avais peur de dévoiler qui j'étais, j'avais peur de dévoiler à quelque part ce potentiel humaniste qui est en moi, qui a envie de partager donc des potentiels créateurs, des projets créateurs qui est en moi, que je n'avais pas encore manifesté. Donc, vous voyez qu'à ce moment-là, on parle vraiment de potentiel évolutif. Et ce potentiel évolutif-là, bon, on va chercher ensuite à l'appliquer par un mantra personnalisé qui va être assez simple toujours. C'est une phrase. Et cette phrase-là va toujours être positive et dans l'instant présent. Je vous donne un exemple caricatural, encore une fois, par rapport à ça. Ça serait, par exemple, de dire, ben voilà, euh, je me dévoile. Je me dévoile afin de rayonner mon pouvoir créateur sur l'humanité, par exemple. Vous voyez, ça, c'est une phrase qui exprime, à quelque part, ce que je suis en train de faire comme travail. C'est-à-dire, j'ai une mission de vie de créateur, je me rends compte que j'étais égoïste, et en faisant un travail de déprogrammation sur l'égoïsme, je me suis rendu compte que finalement, derrière l'égoïsme, j'avais une très grande volonté de partager, de communiquer, d'exprimer, de verbaliser quelque part ce que j'ai de beau à offrir. Donc, cette phrase clé-là que je viens de vous proposer, ben, ce serait une phrase qu'on pourrait répéter, 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 comme un mantra, justement. Donc, on pourrait inscrire la phrase un peu partout dans notre maison, on pourrait l'avoir écrite à quelque part et on pourrait la répéter. Et la première chose qu'on va faire comme exercice pour le répéter, c'est qu'on va se mettre devant un miroir et on va répéter la phrase tant et son temps qu'on ne va pas se convaincre nous-mêmes. C'est-à-dire qu'on arrive à se sentir à l'aise avec la phrase. Ça va être la première étape. Et quand on va être arrivé à l'étape où on se sent à l'aise avec la phrase, on va pouvoir passer à l'étape de la répéter, 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 autant de fois qu'on le souhaite dans une journée, pour parvenir vraiment à l'intégrer. Donc, cette intégration-là, c'est que ça nous amène, notre cerveau arrive à croire en ce qu'on affirme, parce que justement, il arrive à reconnaître qu'on a atteint cet état justement de volonté d'exprimer de plus en plus clairement qui on est, parce qu'on a envie de plus en plus l'exprimer clairement, et que plus on le fait, mais plus quelque part, plus on exprime cette phrase-là, plus le cerveau commence à y croire, et parce qu'il y croit, bien évidemment, nous amène aussi à générer des nouveaux mouvements de vie qui vont nous permettre justement d'exprimer de plus en plus clairement notre potentiel évolutif. Donc, je ne sais pas si vous me suivez par rapport à ça. Il y a Jean-François et Cléo, il y a peut-être d'autres personnes qui peuvent me faire part de leurs commentaires concernant ce petit mantra-là qu'on va faire normalement pendant au moins 21 jours, qui ne veut pas dire qu'après 21 jours, on arrête tout. Ça veut juste dire quelque part qu'on a un petit journal intime qui nous permet simplement de tenir à jour notre évolution, notre progression par rapport à cette fameuse mission de vie qu'on a cherché à mettre en place et de quelle façon que le mantra peut nous être utile, de quelle façon qu'il nous aide à nous permettre donc de mettre l'emphase sur ce potentiel évolutif que l'on cherche donc à développer de plus en plus adéquatement. Est-ce que c'est clair pour chacun d'entre vous? Est-ce que vous avez des questions par rapport à ça? Donc, je vais laisser le soin, donc soit Jean-François, Cléo ou d'autres, de me faire part de questions que vous pouvez avoir concernant cela. Donc ça, c'était pour la troisième étape, qui est finalement, vous l'avez compris, assez simple en fin de compte, c'est que le travail qui a été le plus difficile, c'était finalement de définir notre mission de vie, de définir quelque part des comportements, des états de conscience qui étaient plus ou moins adéquats par rapport à notre objectif de mission de vie, et ensuite de travailler avec la pleine conscience intuitive pour favoriser l'émergence d'un potentiel évolutif qui, lui, va nous permettre ensuite de désigner un mantra, une phrase, un mantra personnalisé, une phrase clé, qui va nous permettre donc de pouvoir finalement travailler avec cette phrase clé-là pour évoluer, pour cheminer, pour faire en sorte que le processus évolutif puisse se faire le plus fortement possible et on va le répéter le plus fréquemment possible pendant 21 jours. Et après les 21 jours, on pourrait statuer que cette phrase-là, ce mantra personnalisé, pourrait être tout à fait
approprié pour une autre série de 21 jours. Alors pourquoi 21 jours? C'est qu'on a reconnu que 21 jours était souvent le nombre de jours suffisant pour favoriser les connexions neuronales à se faire dans le cerveau, les nouvelles connexions neuronales. Alors c'est pour cette raison-là qu'on va faire ça pendant 21 jours et qu'on va se suivre à travers cette démarche-là pour pouvoir cheminer. Donc, la quatrième étape que j'aimerais vous présenter maintenant, c'est ce que moi j'appelle le contrat sacré. Alors, le contrat sacré, qu'est-ce que c'est? C'est une déclaration, pour commencer. Alors, une déclaration, qu'est-ce que c'est? Je déclare solennellement, on va dire ça comme ceci, je déclare solennellement, moi, Sylvain Bélanger, que j'ai pris conscience que pendant un certain nombre d'années, je me suis égaré dans la volonté que j'avais de vouloir finalement me protéger des autres et que cette façon de me protéger des autres m'a donc empêché à quelque part de pouvoir exprimer la nature créatrice qui est en moi. Mais qu'aujourd'hui, je prends conscience de l'erreur que j'ai faite et que cette erreur-là me fait comprendre aujourd'hui que j'ai envie de développer une nature évolutive que je n'avais pas imaginé que j'avais, mais que je découvre aujourd'hui, qui est celle de pouvoir prendre la parole et de pouvoir davantage exprimer ce que je suis, ce que je veux de ma vie et ce que j'ai envie de faire valoir de la vie aussi en termes de projets créateurs, etc., qui sont en moi, et que c'est pour cette raison-là que dorénavant, je vais me comporter différemment dans ma vie. Alors, c'est là qu'on fait une liste. Me comporter différemment dans la vie, ça veut dire quoi? Ça veut dire que il y a des choses qui vont changer. Comme j'ai changé, je ne peux plus me comporter comme avant. Alors, je vais donc prendre le temps de définir ce sur quoi j'ai changé, donc toute la liste d'activités que je ne souhaite plus faire, et les remplacer par quelque chose que je souhaite faire. Donc, je prends conscience que je ne ferai plus telle chose parce que quelque part, je sens le besoin maintenant d'envisager une autre chose. Donc, on va même dire ça comme ceci. On va dire à des gens, ben voilà, j'ai pris conscience que j'ai envie de telle chose, de me comporter d'une façon différente dans ma vie, et je tiens à vous dire que ce n'est pas contre vous que je le fais. Hein, si ça concerne des êtres humains, le changement de comportement que l'on a, si ça change les situations vers d'autres personnes présentes autour de soi, on va bien leur faire comprendre que c'est pas contre eux qu'on le fait, mais c'est que c'est pour nous uniquement. Donc, on fait une déclaration qui implique justement uniquement nous, en tant qu'être humain. On se rend responsable à 100% et on va pointer aucune personne du doigt. On reconnaît quelque part qu'on est pleinement responsable et que le changement qu'on est en train de faire, on va reconnaître que ce changement-là peut être préjudiciable pour les gens qui sont autour de soi. C'est-à-dire que des gens pourraient se sentir abandonnés par nous, par exemple, parce que on prend conscience qu'on a moins envie de s'investir vers les autres parce qu'on a pris conscience de ce certain nombre de choses. Donc, on veut faire comprendre aux gens qu'on n'est pas en train de faire ça contre eux, mais on est en train de faire ça pour soi. C'est pour ça que cette déclaration, elle peut se faire envers soi-même, mais elle peut également se faire pour une autre personne. C'est-à-dire qu'on pourrait carrément faire une déclaration à une personne en lui témoignant cette déclaration que l'on se fait soi-même, on pourrait lui partager aussi pour qu'elle comprenne justement que là, ce qu'on est en train de faire actuellement n'est pas une action qui va contre elle, mais une action qui va pour nous et que dans ce sens-là, on lui demande sa collaboration et ça permet donc une relation beaucoup plus intéressante et beaucoup plus riche à prendre forme parce que l'autre personne ne se sent pas elle n'a pas l'impression qu'on est en train qu'on est fâché contre elle, qu'on se comporte avec elle d'une façon inacceptable, je ne sais quoi. Elle comprend quelque part qu'on est dans un cheminement et que dans ce sens-là, mais c'est une relation d'adulte à adulte qui prend forme et que ça peut être fort intéressant de procéder comme ça. Et le contrat sacré nous permet aussi de vivre une forme d'engagement avec nous-mêmes, dans lequel on va souvent faire un contrat sacré qui va être d'une durée de 3 mois. Pourquoi une durée de 3 mois? Mais parce qu'encore là, les neurosciences ont mis en évidence que ça prenait 3 mois pour faire un changement. Donc, ça peut être intéressant, évidemment, de mettre en place un contrat sacré d'une forme d'engagement de 3 mois qui va nous donner l'opportunité, évidemment, de se suivre pendant 3 mois pour pouvoir justement s'assurer que la déclaration qu'on a effectuée, ben, on la respecte et qu'on va être capable justement de la soutenir durant cette période de temps-là. Évidemment, si on ne la soutient pas, c'est pas grave. L'important, c'est être capable de s'accompagner dans cette démarche-là, c'est-à-dire de reconnaître qu'on a un contrat sacré, on cherche à l'appliquer le mieux possible. Peut-être qu'on aura des moments où on va chuter, qu'on va pas être capable de vraiment faire ce qu'on avait envie de faire au départ, mais l'idée ici, c'est de se tendre la main et se donner l'opportunité de croire quelque part, évidemment, que
si on se soutient, si on se donne de l'amour, si on s'accueille, si on s'accompagne, bien, quelque part, on a de fortes chances que le travail qu'on est en train d'effectuer va nous être favorable de toute façon, même si on n'atteint pas les objectifs qu'on s'était fixés au départ. Parce que l'idée ici, c'est de vraiment se mettre dans une position évolutive et non pas dans une position où on va devenir rigide et dur avec soi. Ce ne sera pas l'idée du tout d'un exercice comme celui-là. Donc voilà, est-ce que vous auriez des questions maintenant sur l'ensemble de la conférence? Habituellement, moi je fais toujours une petite démonstration. Donc s'il y a des gens qui sont dans la salle qui auraient envie que je fasse une petite démonstration, on pourrait prendre le temps de regarder les 4 composantes et je pourrais le faire avec cette personne-là très rapidement, bien sûr, puisque ça ne sera pas une démarche très poussée, mais ce serait une démarche dans laquelle les gens pourraient peut-être découvrir un peu plus clairement la méthode, la façon de fonctionner de cette transformation de l'être en 4 étapes. Donc, est-ce qu'il y a des personnes dans la salle qui auraient envie, bon, soit de me poser des questions ou qui auraient envie donc de me faire part de ce souhait qu'ils auraient de me poser une question, que je prenne quelqu'un dans la salle pour pouvoir faire un petit parcours avec cette personne-là? Parce que là, donc, on aurait pas mal fait le tour de ce que j'avais à transmettre lors de la conférence. Et après ça, bien évidemment, je pourrais prendre le temps de vous présenter davantage les enseignements qui vont venir. Donc, en faisant vibrer les chakras, est-ce aussi intéressant? Vibrer les chakras, Christelle, je ne comprends pas très bien ta question. En faisant vibrer les chakras. Donc, dans la pratique de la pleine conscience intuitive, il y a des exercices qui vont permettre d'équilibrer les chakras. Et c'est bien évident que ces exercices-là vont être un plus pour aller plus loin dans une part, dans 3 aspects en fin de compte. Hein. Les techniques sur les chakras sont des techniques de soins. Donc d'abord avant tout, on fait un soin énergétique sur les chakras, donc on équilibre nos chakras. Donc ça, c'est une chose première. Les réactions qui sont associées au fait qu'on fait des soins au niveau des chakras vont générer des réponses, des manifestations, donc une connaissance de soi qui va être enrichie et une déprogrammation qui va pouvoir se faire également, qui va nous permettre donc d'aller plus loin dans la compréhension, mais plus loin dans le soin aussi. Donc, c'est évident que ce qu'on fait aujourd'hui comme présentation, évidemment, ça se veut sommaire, dans le sens qu'on cherche justement à comprendre une méthodologie assez simple, que je voulais que ce soit simple, pour pas aller dans le fond du détail, parce qu'évidemment, si on aborde les soins des chakras, etc., bien là, on tombe dans quelque chose un peu plus complexe. Mais bien sûr que les chakras, on peut donc les aborder d'une façon beaucoup plus prononcé, si on en a envie, bien sûr. Ça peut être une façon intéressante de pouvoir cheminer également la démarche. Mais l'idée de ça, de toute façon, c'est de comprendre que le travail énergétique que l'on fait sur les chakras implique donc un travail au niveau de l'information, c'est-à-dire que si j'interagis avec un chakra, le chakra va donc avoir des réactions et dans la pleine conscience intuitive, on va être capable, d'une part, de comprendre la raison d'être des perturbations qui sont associées au chakra et ensuite, évidemment, de travailler sur toute l'idée de la déprogrammation et des soins pour amener justement le potentiel évolutif et de favoriser donc un soin énergétique dans lequel on comprend quelque part que l'énergétique est animé par une conscience mémorielle. Donc, il y a toute une action psycho-émotionnelle qui se fait à travers cela. Donc, j'espère que j'ai répondu à ta question, Christelle. Il y a J qui me dit oui. Donc, ça veut dire que ce serait J qui me dit qu'elle serait intéressée donc à une petite démonstration, si je comprends bien. Donc, la première question que je te poserais, J, c'est de me confirmer que tu es toujours là pour que je sache que je puisse commencer donc à faire la mission de vie. Je vais vous expliquer comment je vais faire la mission de vie. Oui, tu es là. Donc, OK. Donc, la première étape, la mission de vie. Alors, la mission de vie, c'est que je me mets en relation avec toi, je dis, et je vais simplement prendre le temps de faire un genre de balayage au niveau des 7 chakras pour voir qu'est-ce qui va ressortir comme chakra principal, qui va pour moi être la mission de vie. Donc, on va le faire de façon très simple, évidemment, puisque l'idée, c'est plus faire une démonstration. D'accord? Donc, je vais commencer comme ça. Alors, toi, Gilles, ce que moi je perçois de toi, c'est au niveau du créateur. Alors, plusieurs créateurs finalement aujourd'hui, puisqu'on c'est un thème qui revient. Mais le créateur, bien évidemment, là, je dis ça comme ça parce qu'évidemment, on pourrait il y a d'autres composantes qui pourraient être présentes, mais ce qui ressort le plus clairement, c'est le créateur. Le créateur qui est vraiment en liaison justement
avec l'individu qui commence quelque chose, qui ne termine pas quelque chose. Hein, par exemple, j'ai une idée créatrice, j'ai un projet, j'ai quelque chose qui pourrait être extraordinaire, je suis excité à l'idée, je le commence, puis je le laisse tomber. Alors, un peu comme une espèce d'impression de faire 3 pas en avant, puis d'en faire 3 pas en arrière. C'est un peu comme une espèce d'impression qu'on ne va pas au bout de quelque chose. Donc, en termes de mission de vie, J, ben, ce serait déjà, premièrement, de se dire, ben, tiens, cette année, j'aurais peut-être envie de m'orienter mon attention sur un projet, puis de cette fois-ci, être capable d'aller au maximum de ce que je suis capable de faire avec ce projet-là. Donc, de vraiment être attentif à cette tendance que j'ai de laisser tomber les choses et cette fois-ci de chercher à concrétiser un projet le plus possible. Je ne sais pas ce que tu en penses, J, de ça. Donc, je tiens à te demander. Donc, Christelle qui me dit oui, merci. Donc, je te remercie, Christelle. Ça peut correspondre, oui. OK. Donc, ça serait premièrement donc une mission de vie. Alors, évidemment, comme je disais, on le fait rapidement, mais c'est pour donner l'image. La deuxième chose qu'on regarderait, J, ce serait de regarder sur l'état hypo-hyper, donc de regarder plus le potentiel évolutif. Donc, je vais simplement mettre en relation avec ta structure globale et je vais voir qu'est-ce qui va ressortir de ça. Et à partir de là, on va pouvoir voir le potentiel évolutif qui pourrait être fait. Donc, c'est un petit peu ce qui va me permettre de faire ici, c'est de voir la limitation. Qu'est-ce qui t'empêche de pouvoir justement réaliser cette nature du créateur qui est en toi? Ça, ce que je perçois de toi, J, c'est qu'au niveau du bâtisseur, donc c'est le chakra racine, euh, tu sais, quand on dit je refuse le monde terrestre, je refuse le monde terrestre, ça veut dire quoi? Le bâtisseur, lui, c'est quelqu'un qui accepte le monde terrestre. Il accepte le monde terrestre parce qu'il le trouve extraordinaire, merveilleux. Maintenant, ce que je sens de toi, c'est que tu refuses ce monde terrestre-là, tu vois? Donc, l'énergie qui pourrait circuler harmonieusement dans tes jambes, dans ton bassin, ben, quelque part, elle n'est pas vécue harmonieusement. Parce que justement, tu te refuses de vivre dans le monde terrestre. Donc, quand on est un créateur qui refuse le monde terrestre, on a un problème parce que ça veut dire qu'on voudrait réinventer le monde. Alors, quand on veut réinventer le monde, on se dit, ben voilà, plutôt que d'accepter ce que le monde me propose, par exemple, je donne un exemple, moi je veux réaliser un projet, ce projet-là, quelque part, pour le réaliser concrètement et dans la matière, il faudrait que je fasse telle chose, telle chose, telle chose, telle chose, telle chose. C'est le gros bon sens, c'est la loi de la vie, c'est la loi de la matérialisation. Moi, si je me dis non, je refuse ça, j'ai envie de le faire autrement que ça, ben, je suis en train de me compliquer l'existence. Je suis en train de me compliquer l'existence parce que je refuse justement de suivre le mouvement de la vie. Et refuser de suivre le mouvement de la vie, ça fait de moi quelque part quelqu'un qui est différent, mais ça fait de moi quelqu'un qui ne réalisera pas son projet. Donc, j'ai beau être différent, je n'arriverai pas à réaliser un projet, donc je suis perdante finalement. Je suis perdant de la situation. Je ne sais pas si tu me suis par rapport à ça, J. Donc maintenant, ce qu'on va faire, donc elle me dit oui. Donc ce qu'on va faire maintenant, je dis, c'est que là, je vais regarder le potentiel évolutif qui est derrière. Parce que là, on vient de voir une limitation. Maintenant, on va chercher à voir comment le potentiel évolutif va ressortir de ça. Alors comment je vais faire ça? C'est par la déprogrammation, c'est que et le soin. J'interagis avec l'énergie de ton bassin et de tes jambes pour favoriser une meilleure circulation énergétique. C'est comme ça que je vais pouvoir arriver à voir le potentiel émerger en toi. Alors moi, ce que je dirais, J, par rapport à cette circulation dans les jambes plus particulièrement, c'est la notion d'engagement. La notion d'engagement, c'est que par exemple, on peut très bien se dire, je refuse un tas de choses, mais l'engagement, ça mène évidemment une chose, c'est-à-dire que l'engagement, c'est de dire, OK, il y a des choses avec lesquelles je suis pas à l'aise dans le monde terrestre. Mais je vais m'engager. M'engager, ça veut dire quoi? Ça veut dire, je vais tendre la main vers quelqu'un, par exemple, dans un contexte relationnel. S'engager, c'est de reconnaître que, par exemple, j'ai besoin de quelqu'un, et parce que j'ai besoin de quelqu'un, je lui tends la main. Je lui tends la main, ça veut dire que cette personne n'est peut-être pas parfaite. Elle n'est peut-être pas parfaitement en harmonie avec ce que je voudrais qu'elle soit, mais elle est là, et elle peut m'être utile, elle peut m'être favorable, elle peut m'aider, elle peut me permettre de grandir, elle peut me permettre d'évoluer. Donc, j'accepte à ce moment-là de me retrouver dans une position que je pourrais appeler de... Moi, je vais ça un peu comme une petitesse. Pourquoi je dis petitesse? Parce que je sens comme un petit enfant. C'est comme si tu amenais un petit enfant quand je fais ça.
Et ce petit enfant-là, quelque part, il pose plein de questions. Il se pose plein de questions, il pose plein de questions, puis les gens autour de lui ne sont pas capables de lui répondre à toutes les questions, parce que quelque part, il y en a trop de questions. Comme un être qui se pose un million de questions, qui est dans, dans le questionnement existentialiste constamment. Et j'ai l'impression, quelque part, que quand on cherche justement à rétablir, à faire taire ce questionnement existentiel-là, qu'est-ce qu'on découvre justement? C'est c'est toute la notion, je dirais ça comme ceci, tu sais, la peur de vivre. La peur de vivre, la peur quelque part de se faire confiance, la peur de se retrouver dans une position où si on se rend compte à quelque part de qui on est, ben on va être prétentieux, on va se prendre pour quelqu'un d'autre, on va avoir une forme d'ambition, une forme de leadership, mais relié à une forme d'ambition où on se dit, ben moi je suis meilleur que les autres, j'ai une plus grande conscience que les autres. Alors, évidemment, c'est toutes des choses qui peuvent paraître un petit peu péjoratives quelquefois. J'ai peur de ça. Je ne veux pas être cette personne-là parce que j'ai peur de devenir effectivement prétentieux. Donc, j'aime mieux quelque part m'empêcher d'être qui je suis parce qu'au moins les gens ne voient pas qui je suis que d'être qui je suis parce que s'ils le voient, je vais devenir effectivement cette personne-là. Alors, pour moi, le potentiel évolutif, c'est ça. À partir du moment que tu acceptes d'être prétentieuse ou prétentieux, tu te donnes la permission quelque part d'assumer quelque part ta grandeur. Et ta grandeur, ben quelque part, ça fait de toi une personne justement qui commence à se rendre compte qu'elle a des projets comme personne et que ces projets-là, ben effectivement, ils sont ambitieux et que ces projets qui sont ambitieux sont reliés donc à des façons, à des réponses que tu te donnes face à ta vie et que tu donnes à la vie aussi, c'est-à-dire que tu n'as pas la vérité infuse, mais tu as des convictions, tu as assez confiance en toi pour te dire, voici ma vérité. Voici ma vision du monde, voici ce que j'ai envie de réaliser. Et c'est là que je pense euh, que tu en es. C'est là que je verrai le potentiel évolutif chez toi. Je ne sais pas ce que tu en penses, J. Oui, très bien, merci beaucoup. Donc, OK, merci. Donc, tu vois, donc, à ce moment-là, ça veut donc dire quoi? Ça nous amène donc au mantra personnalisé. Le mantra personnalisé, c'est, on pourrait dire ça comme ceci, j'assume ma grandeur, j'assume ma grandeur pour renouer contact avec l'infini. Je donne un exemple comme celui-là. C'est une phrase, un mantra personnalisé que je viens de nommer. Pourquoi je dis ça comme ça? Parce que j'ai l'impression justement qu'en étant dans ces contextes-là, tu te mets dans une position quelque part de grandeur. J'assume ma grandeur, j'assume à quelque part cette grandeur-là et je renoue avec l'infini, c'est-à-dire que je reprends contact justement avec cette envie maintenant de faire confiance à la vie. De faire confiance à la vie, ça serait une phrase, par exemple, qui pourrait être une bonne phrase pour toi, ce qui pourrait être aussi une autre phrase. Là, je l'ai lancé un peu comme ça, spontanément, comme ça venait, mais je pense que ça pourrait être une phrase qui pourrait être intéressante, qui serait donc un mantra personnalisé que tu pourrais répéter donc pendant les fameux 21 jours, dans un premier temps, donc de te convaincre dans un miroir de la phrase clé, pour que tu arrives à te convaincre que cette phrase-là, quelque part, elle te parle, puis elle vient vibrer en toi, puis à partir de là, tu pourrais la répéter d'une façon plus quotidienne, selon ton besoin. Alors, ce serait une façon de faire. Puis la déclaration de ton contrat sacré, bien évidemment, ce serait de dire, ben voilà, je prends conscience aujourd'hui hein, que j'ai peut-être que j'ai peut-être eu peur de la vie, hein, en fin de compte, que j'ai eu peur quelque part de la vie, que j'ai voulu quelque part contrôler la vie, que j'ai refusé la vie, les règles de la vie. J'avais l'impression que le seul moyen pour moi d'exister, c'était de faire valoir que j'existais, que j'étais, que j'existais, que j'avais de la présence, que je refusais, que je rejetais, que j'avais l'impression quelque part que le seul moyen pour moi d'exister, c'était de finalement incarner quelque part ce rejet envers la vie, en fin de compte, et qu'aujourd'hui, je prends conscience que c'est pas la bonne voie. Je prends conscience qu'au fond de moi, j'ai des convictions, j'ai des certitudes, j'ai envie à quelque part de grandir, de m'épanouir en tant qu'être humain, dans ma grandeur, dans ma puissance, et que dorénavant, ben, cette puissance-là, ben, quelque part, je vais l'honorer en manifestant telle action. C'est là que tu prends le temps, toi, d'assumer les actions que tu aurais envie de faire. Et évidemment, ce contrat-là, c'est une forme d'entente que tu établis avec toi-même qui pourrait avoir une durée de 3 mois et dans lequel tu pourrais avoir un petit plan, un journal intime dans lequel tu pourrais te permettre effectivement de pouvoir continuer ton chemin à ce niveau-là. Donc, tu vois, ça serait peut-être une façon de procéder en se faisant comme ça aussi, mais on a fait les 4 étapes qui étaient proposées. Je ne sais pas ce que tu en penses de ça. Donc, je ne sais pas si tu es encore là, mais bon.
Je vais laisser donc le soin à J de me répondre par rapport à ces deux dernières étapes-là que j'ai présentées. OK, je fais les deux en même temps, mantra 21 jours, déclaration 30 jours. C'est-à-dire que la déclaration, c'est quelque chose qui se fait comme une forme, c'est comme une entente, un engagement que je fais avec moi-même. Cet engagement-là, quelque part, c'est quelque chose de solennel et c'est quelque chose qui va me servir aussi à déclarer envers mon entourage s'il y a besoin. Donc, c'est une forme d'entente que je fais où je fais un constat de la situation et que je me donne l'opportunité aussi de voir que pour que je puisse réaliser mon projet, il va falloir que je change des choses. Donc, le contrat, c'est une entente que j'établis avec moi-même en me disant, mais là, j'ai des choses que je ne peux plus faire et il y a des choses que je dois maintenant apprendre à faire. Donc, le contrat est une entente que je fais avec moi. Le mantra, lui, me sert chaque jour à nourrir effectivement un nouvel état que je sens en moi, que j'ai envie d'incarner, que j'ai envie de manifester, que j'ai envie quelque part de donner de plus en plus d'aisance. Donc le mantra va durer 21 jours. Le contrat sacré, quelque part, c'est comme un engagement avec un journal intime dans lequel je vais prendre le temps de faire un suivi, une fois par semaine par exemple, pour faire prendre le temps de considérer de quelle façon que mon contrat sacré, je le respecte ou pas. Alors, ça peut être une façon de procéder. Je ne sais pas si je réponds à ta question, J. Évidemment, c'est une bonne question. C'est une question qui me permettait de répondre un peu à tout le monde concernant cela aussi. Donc, voilà, voilà. Oui, le mantra pour moi, c'est vraiment que l'infini ou ben, en fin de compte, c'est quelque chose de très personnel. Moi, je t'ai fait une proposition. Alors, la proposition, bien évidemment, on le fait un petit peu rapidement, mais c'est avec l'infini et non pas ton infini. Je te dirais ça comme ceci, pour répondre à ta question. Pour moi, hein. Alors, évidemment, toi, tu peux très bien prendre le temps de définir ton propre mantra aussi, avec lequel tu te sentirais à l'aise. Je pense que ce serait une façon intéressante aussi de procéder. Moi, ce que je t'ai proposé, c'était quelque chose qui était vraiment ce qui me venait à l'esprit là, au départ par rapport à ce qui était dit. Donc, c'est un peu ce que je te dirais. Alors, je te remercie. Donc, J, à ce autre commentaire, mais évidemment, fais-le moi savoir, bien sûr, puisqu'on prendra le temps d'y répondre. Cléo qui me dit dans l'information que tu proposes, scannes-tu personnellement chacun à tour de rôle? Effectivement. Ben, j'arrive justement à l'information. Donc, il y a un petit programme, merci à toi, J. Donc, un petit programme, quelque part, qui a été conçu pour vous, qui est un peu la continuité de la conférence, dans laquelle je vous présente justement les quatre ateliers. Les quatre ateliers ont des thèmes particuliers, dans lesquels vous allez donc, le premier thème, c'est identifier votre mission de vie. Le deuxième, c'est identifier votre potentiel évolutif. Donc, la mission de vie, c'est ce qu'on a fait au tout début de la lecture. Dans ce cas-ci, par contre, ce que je vais vous proposer lors de l'atelier en plus, c'est que moi, je prends le temps de faire un scan pour répondre à la question de Cléo de chaque personne qui sont présentes dans la salle et dans lequel je vais lui donner donc une information sur la mission de vie de chacun. Alors évidemment, je vous dis ça, mais évidemment, je ne prends pas le temps de juste vous dire ça, je prends le temps de regarder avec vous comment vous vous positionnez par rapport à la proposition que je vous fais. Et à partir de là, bon, on se met d'accord sur cette fameuse mission de vie-là. Et ensuite, je vous propose un enseignement pour que vous appreniez justement à faire un travail de réunification avec cette fameuse mission de vie-là. Donc ça, c'est le premier atelier. Le deuxième atelier, encore une fois, je fais un scan pour chercher à déterminer, un peu comme j'ai fait avec J, déterminer le potentiel évolutif qui existe en chacun de nous, donc les limitations et le potentiel évolutif, et dans lequel on prend le temps donc de faire un petit exercice, encore une fois, pour vraiment faire un travail de réunification avec l'état qui est perturbé et le potentiel évolutif qui est en soi, afin qu'on soit le plus en paix et en harmonie avec celui-ci. Lors du troisième atelier, on travaille donc sur les mantras personnalisé, dans lesquels justement on va faire un travail aussi de pleine conscience intuitive pour augmenter donc le travail d'amplification associé donc à ce mantra-là. Donc ça va être le troisième atelier. Et le quatrième atelier, c'est le contrat sacré. Donc on prend le temps ici de faire une déclaration dans lequel évidemment on cherche à faire une forme de déclaration solennelle. Donc je prends le temps de travailler avec vous sur le mantra personnalisé et sur le contrat sacré, donc dans le troisième et quatrième atelier, dans lequel je vous donne de l'information intuitive pour vous aider justement à aller chercher cette information-là. Et ensuite, il y a des exercices qui sont proposés pour vous permettre d'aller un peu plus loin dans la concrétisation du mantra sacré et du mantra personnalisé et du contrat sacré.
qui vont vous dire que vous avez en un mois un enseignement qui vous a accompagné ou je vous ai accompagné dans la démarche et dans lequel à la fin du mois, vous avez donc un genre de petit protocole qui va vous permettre donc de lancer l'année sur le bon pas, sur une bonne lancée comme on dit, pour vous amener donc à vous réaliser le mieux possible. Donc vous voyez ça, c'est une option qui existe. Ça commence le 21 janvier, donc c'est dans une semaine que l'enseignement va commencer. Et je vais vous envoyer, donc les gens qui sont inscrits, ben, je vous envoie le lien et l'adresse et tout ça, le rendez-vous de l'heure et tout ça, mais c'est à 20 heures, donc heure de France, ou 14 heures, heure du Québec. C'est le 21, le 28 janvier, le 4 et 11 février que ces 4 ateliers ont lieu. C'est 99 euros ou dollars pour vous inscrire à ces 4 ateliers-là, dans lesquels je vais donc participer pour vous transmettre l'information. Ceux qui ne sont pas en mesure d'être présents lors des 4 ateliers, les 4 ateliers vont être enregistrés, c'est-à-dire que vous allez avoir accès à des replays et je prendrai le temps de vous appeler personnellement pour regarder avec vous votre fameuse mission de vie, votre fameux potentiel évolutif, votre fameux mantra et votre fameux contrat sacré. Donc, on va, même si vous ne pouvez pas assister en direct avec les enseignements, ben moi, je prendrai le temps de vous parler en privé pour qu'on puisse prendre le temps de faire chacune de ces 4 étapes-là, tout en vous proposant ensuite d'aller ensuite suivre l'enseignement en replay sur lequel vous pourriez assister. Donc, vous voyez que c'est ça un peu qui est l'enseignement. Si ça vous intéresse, donc dans une semaine, ça va commencer. Donc, vous pouvez vous inscrire si vous êtes intéressé. Et évidemment, pour terminer aussi, d'ici au 22 janvier, vous avez une promotion également pour les consultations. Alors, si vous avez un intérêt pour les consultations, parce que les consultations, bien, elles servent aussi à faire un peu un bilan de vie, où est-ce qu'on en est dans notre vie et vers quoi on se dirige. Donc, vous avez encore une belle promotion de 60 euros pour les consultations téléphoniques ou par Skype, là, ou par FaceTime, ou par ce que vous voulez. Là. Il y a plein de façons maintenant de faire des consultations, mais là, vous voyez que j'ai une consultation sans que je la vois vraiment, donc que je ne la connaisse pas. J, ça ne me dit pas nécessairement qui est la personne. Donc, vous voyez qu'on peut le faire même sans voir la personne, donc sans problème, mais on peut le faire aussi avec de visu, on peut voir la personne bien sûr, ou on peut le faire sans la voir par téléphone. Alors, il y a plein d'options possibles pour faire ces consultations-là. Et pour une heure de consultation, dans laquelle j'inclus donc, le décodage des programmations et soins, vous avez donc 60 euros en promotion jusqu'au 22 janvier pour une consultation d'une heure, ou 85 dollars, taxes incluses pour le Canada, d'ici le 22 janvier. Idem, même chose. Donc voilà, alors c'est un peu ce que j'avais envie de vous partager pour aujourd'hui. J'espère que vous avez apprécié la conférence. J'espère qu'elle vous a apporté ce que vous recherchiez. Et je profite de l'occasion encore une fois pour vous souhaiter une très très belle année 2020 avec pleine de lumière, pleine d'abondance dans tous les niveaux de l'être qui est en vous et tout ce dont vous avez besoin pour évoluer, progresser, pour cheminer comme vous le souhaitez au plus profond de votre être. Donc voilà, alors c'est un petit peu ce que j'avais envie de vous transmettre. Est-ce qu'il y aurait des questions, des commentaires avant de terminer? Donc Cléo qui me disait, ok, c'est parfait, je vais m'inscrire, donc je te remercie Cléo. Donc voilà, alors je pense que j'ai pas mal terminé, que les gens semblent avoir complété également. Donc ben, je vais vous souhaiter donc, une belle fin de soirée pour les gens de l'Europe et une belle fin d'après-midi pour les gens du Québec. Et je vous dis donc à très bientôt pour une prochaine fois, puisqu'il y aura donc d'autres conférences comme celle-là qui vont vous être annoncées très prochainement. Donc, je vous dis merci et au revoir et très belle soirée à chacun d'entre vous.